Maintenant, ça va être une présentation Dolflex ou MSD. Donc, on va aller sur l'élevage de précision et remercier MSD qui fait partie des partenaires privilégiés des points d'étape. De nouveau présent. Donc, l'intervenant, c'est monsieur Thibaut Jausan. Bonjour à tous. Thibaut Jausan. Bonjour Très à bien. tous. Merci pour votre invitation. Donc, je suis Thibaut Jausan, vétérinaire responsable technique chez MSD Santé Animale. Le son. Non, c'est Christophe qui parle. Je pense que c'est bon. Oui, donc merci pour votre invitation. Je suis Thibaut Jausan, vétérinaire responsable technique chez MSD Santé Animale. Et donc, notre partenariat et notre implication au niveau des filières par nos solutions de monitoring et de vaccination, en plus de notre accompagnement humain, vise à optimiser la santé des troupeaux et à révéler, exprimer le potentiel au niveau performance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler maladies respiratoires et solutions de prévention vis-à-vis des maladies respiratoires. Il y a eu une étude qui a été réalisée en 2017 avec l'INRA qui a évalué l'impact économique des maladies respiratoires au sein de la filière laitier à 15 millions d'euros. Et il y a encore des choses à faire, notamment la vaccination qui, en élevage laitier, si on se fie à une étude également de l'Agreste en 2016, donc qui serait nécessaire de renouveler, on n'a que 16% des troupeaux laitiers qui vaccinent vis-à-vis des maladies respiratoires. Bon, quand on regarde les parts de vaccination en fonction de la taille des troupeaux, on se rend compte que quand même les élevages de plus de 100 vaches vaccinent plus, avec 30% des troupeaux de plus de 100 vaches qui vaccinent vis-à-vis des maladies respiratoires. Donc notre vision, c'est de se dire que chaque jour compte pour révéler l'expression des performances du troupeau, et donc chaque jour compte également pour la prévention. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, dès le premier jour d'âge, assurer une protection du veau. Le veau est immunocompétent, mais il est naïf, et donc on va travailler sur plusieurs niveaux d'immunité. Tout d'abord, l'immunité passive apportée par le colostrum. On sait que via le colostrum, le veau va recevoir des premières défenses qui sont issues des contacts des mères avec le microbisme de l'élevage et de leur vaccination. Et on sait notamment vis-à-vis des maladies respiratoires que lorsqu'on vaccine les mères en fin de gestation pour les protéger elles-mêmes, on sait qu'il y a quand même pas mal de cas et que c'est des problèmes de plus en plus importants. Enfin, il y a une augmentation des cas de problèmes respiratoires chez les vaches laitières, notamment liés à Mannheimia hemolytica. Et bien, on sait que quand on les vaccine en fin de gestation, il y a une partie des défenses qui, via le colostrum, vont être apportées au veau de manière à assurer une protection partielle qui ne suffit pas, qui permet d'apporter un premier niveau de défense et qui va nécessiter d'être renforcé le plus tôt possible par le relais, par l'immunité adaptative du veau. Et donc pour ça, il y a deux possibilités. Enfin, il faut associer les possibilités, notamment la vaccination intranasale qui va présenter au système immunitaire du veau un virus de manière atténuée, donc sans conséquence d'un point de vue santé, mais qui va notamment permettre d'assurer au niveau de la porte d'entrée et de la porte de sortie des virus respiratoires très rapidement un premier niveau d'immunité au niveau local et qui va initier également, préprogrammer l'immunité systémique qui va se mettre plus en profondeur au niveau du poumon lorsqu'il y aura un rappel par une vaccination injectable ou par une expérience d'exposition naturelle à des virus. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir préprogrammer en présentant le système immunitaire par rapport à une vaccination intranasale précoce de manière à améliorer la réponse qui sera réalisée par la suite en prenant le relais par la vaccination injectable. Cette vaccination injectable, en plus, permettra d'élargir la durée de protection vis-à-vis des virus qui seraient couverts par l'immunité par le colostrum, mais qui seraient également couverts par la vaccination intranasale. Elle va permettre également d'élargir le spectre parce qu'on sait que pour l'instant, les vaccins intranasaux ne visent que les virus qui sont les agents primaires qui initient l'infection, mais pour protéger contre Mannheimia et contre les autres passerelles, il faut pouvoir réaliser une vaccination injectable qui nécessite 2 injections et qui ne permet pas de protéger les veaux avant de 2 mois. Donc la possibilité, l'alternative,
c'est via l'immunité des mères et le transfert passif d'immunité par le colostrum. Donc, pourquoi chaque jour compte? Pourquoi s'intéresser à une prévention précoce? Puisqu'en fait, on se rend compte du vécu des éleveurs, hein, quand on fait une enquête qui est certes pas représentative, mais qui a déjà, notamment en laitier, un éleveur sur deux qui sont confrontés à des problèmes respiratoires, qui remarquent que les épisodes respiratoires débutent dans le premier mois de vie du veau. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais ça n'est qu'un constat, c'est-à-dire qu'il faut attendre que les animaux soient cliniquement atteints et malades. Le développement ces dernières années de nouveaux outils de monitoring et notamment le développement sur le terrain, la mise en place de l'échographie pulmonaire permet de se rendre compte que finalement les infections respiratoires ont lieu beaucoup plus tôt que ce qu'on voit. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est probablement même des récidives pour une partie des cas. Et donc là, c'est une étude qui avait été menée dans des élevages laitiers québécois, où on s'aperçoit que dès la 2e semaine de vie du veau, eh bien, on constate des lésions pulmonaires à l'échographie. Et donc, ça va augmenter avec un pic atteint autour de 6 semaines de vie. Et on peut le comprendre, la diminution de l'immunité apportée par le colostrum et le passage des veaux en groupe, en casse collective, est associé à ce type de facteur de risque. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre le relais avant cette phase de risque de la prévention apportée par le colostrum et la vaccination intranasale. Donc, il faut savoir que l'échographie pulmonaire et les outils de monitoring qui se développent pour identifier plus précocement et de manière avec une meilleure sensibilité les affections respiratoires et les problèmes de santé permettent de se rendre compte que par rapport à ce qu'on voit, notamment à l'échographie, on observe qu'on a 2 à 3 fois plus d'animaux avec des lésions pulmonaires que vus malades. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir, en plus des aspects cliniques, pour pouvoir avoir un meilleur contrôle des maladies respiratoires, de pouvoir utiliser d'autres outils de diagnostic que sont les outils de monitoring et notamment l'échographie pulmonaire. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Pour l'instant, on a considéré grosso modo l'impact des maladies respiratoires d'un point de vue morbidité et mortalité, mais en fait l'impact subclinique, donc qui ne se voit pas, est considérable sur le long terme. Je vais prendre juste un exemple en lait, là le carré orange. En fait, c'est une étude qui a montré que les génisses non sevrées qui ont des lésions de plus de 3 cm à l'échographie, si on les suit dans le temps, on observe une diminution d'environ, enfin c'est une moyenne de 500 kg de lait en première lactation, associé à un retard de l'âge au vélage de 15 jours. Donc il faut prendre ça comme des moyennes, ça peut être moins, ça peut être plus, mais vous imaginez déjà l'impact si on regarde ça jusque d'un point de vue baisse de la production laitière, enfin du fait que l'âge au premier vélage soit décalé et du fait qu'elle soit impactée sur leur production laitière, eh bien en fait on peut déjà chiffrer ça à environ 400-500 € suivant le cours du lait. Par ailleurs, on se rend compte que les génisses qui ont des lésions pulmonaires dans leur jeune âge, un risque de réforme ou de mortalité précoce avant même que les coûts de production et d'élevage de la génisse soient couverts par les bénéfices de la production laitière. Le risque de réforme augmente d'un facteur 2 à 3. Donc, pour assurer la prévention, là, je vous parle d'immunité, mais bien sûr, il faut également pouvoir associer les mesures de prévention par rapport au bien-être du logement, l'ambiance, l'alimentation des mères qui est capitale. Et donc, nous, de la même manière qu'on dit qu'il faut que les éleveurs puissent placer leurs animaux dans un bon environnement avec une bonne prévention pour révéler leur génétique, si on veut révéler la puissance et la performance de la vaccination, il faut pouvoir s'appuyer également sur une bonne alimentation et des bonnes conditions d'élevage, bonne conduite au niveau de la biosécurité, pour qu'ensemble, on puisse assurer une prévention correcte au niveau de la santé respiratoire des veaux.
Donc, vous allez me dire, il y a beaucoup d'agents en santé respiratoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le complexe respiratoire poly-infectieux et multifactoriel. Donc, on ne peut pas vacciner contre tout. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on va se concentrer sur les agents primaires, donc ceux qui vont initier et diffuser sur une large partie d'animaux qui seraient sensibles, et les agents majeurs, dont la sévérité est importante. Et donc, à ce titre-là, les virus, en fait, sont impliqués dans plus de 2/3 des épisodes. Il y a aussi une partie des épisodes qui sont liés à des facteurs de stress primaires qui sont non infectieux, l'ammoniac, la pailleuse, le stress du transport, qui va faire que les bactéries qui sont portées naturellement chez les animaux vont passer à virulence et poser problème. Donc, on peut retrouver dans 1/3 des cas des infections respiratoires dans lesquelles on ne trouve pas de virus, mais on a 2/3 des épisodes qui sont liés à des virus. Et ça, pour ça, cette part d'implication des virus est sous-estimée sur le terrain parce qu'il faut pouvoir se placer dans les bonnes conditions d'un point de vue réalisation des analyses. Si on prélève moins de 3 veaux en début d'infection, en fait, on va retrouver que les agents secondaires, donc les bactéries, qui en plus parfois sont portés sans être impliqués, et on va passer à côté des virus. Donc, c'est vraiment extrêmement important qu'en termes de diagnostic, on puisse faire les choses correctement de manière à ne pas passer à côté des agents primaires. Donc, le VRSB, qui est le virus respiratoire syncytial, et le parainfluenza 3, il y a déjà des vaccins depuis plusieurs années. Cette prévention est assez répandue, on estime, même si elle n'est pas assez à mon sens, mais il y a moins de 20% aujourd'hui des veaux qui sont couverts vis-à-vis du VRSB du pays 3 dans leurs 2 premiers mois de vie par la vaccination intranasale, si on regarde l'ensemble des vaccins du marché. Et puis, on a d'autres virus. C'est un virus qui est de plus en plus recherché par les laboratoires d'analyse respiratoire, les laboratoires d'analyse départementaux. C'est le coronavirus qu'on connaissait bien en santé des veaux par rapport aux aspects digestifs depuis de nombreuses années. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il est de plus en plus important en termes de fréquence et il est impliqué dans un bon nombre de maladies respiratoires. Le coronavirus, en fait, en santé respiratoire, ce n'est pas une souche différente de ce qu'on peut voir en termes de dysenterie sur les vaches adultes ou en termes de diarrhée des veaux. En fait, dans le temps, le virus qui avait un tropisme digestif a évolué vers un tropisme respiratoire et digestif. Et donc, il peut donner lieu à des problèmes respiratoires, digestifs ou les deux, suivant les cas, le contexte, l'immunité qu'on a au niveau local et digestif. Parce que malheureusement, les vaccins qui visent à amener des défenses par le colostrum en vaccinant les mères ne permettent pas d'amener au niveau respiratoire supérieur suffisamment de protection vis-à-vis du coronavirus. Puis ensuite, on a les agents qui vont profiter des stress primaires, qu'ils soient viraux ou non infectieux, et qui par surinfection, en auto-infection d'un même animal, c'est le microbiote de l'animal qui est stressé et qui du coup va poser problème sur quelques animaux, eh bien on retrouve les passerelles avec pour particularité certaines souches de Mycoplasma bovis et de Mannemia hemolytica qui notamment peuvent diffuser de la même manière qu'un virus, et c'est pour ça qu'ils font partie des agents majeurs du complexe respiratoire. Quand on regarde les données en termes de résultats d'analyse sur les études qui ont été conduites en France dans les différentes filières, mais également par rapport aux données des résultats des investigations qui sont réalisées dans les laboratoires d'analyse départementaux, on se rend compte que le coronavirus respiratoire, enfin le coronavirus, est impliqué dans les problèmes respiratoires de manière importante, puisqu'en fait, si vous regardez les résultats, par exemple, du LabOCA, il y a 52% des prélèvements sur lesquels le coronavirus a été identifié, 43% pour le VRSB et 57% pour Mannemia hemolytica. Donc ça, c'est tout confondu, tout élevage confondu. Et par contre, si on s'intéresse aux laitiers par rapport à la dernière étude qui a été menée dans 16 élevages des Pays de la Loire, on s'aperçoit qu'il y a 88% des troupeaux dans lesquels il y a une ségroconversion sur les jeunes veaux. Et dans ces troupeaux, on a un troupeau sur 2 dans lequel il y a plus de 50% des veaux qui sont exposés dans leurs 2 premiers mois de vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Thibaut, est-ce que vous pouvez aller à la synthèse? Oui. On est en retard. D'accord, ok. Donc la synthèse de la conclusion.
Et la conclusion, c'est de se dire qu'on a des agents primaires. On s'est intéressé beaucoup d'un point de vue de la vaccination au RS et au Pays3. Il y a encore des forts efforts à faire puisqu'en fait, il n'y a pas assez de veaux qui sont protégés dans leur premier mois de vie par rapport à ça. Et donc, le coronavirus, en termes de santé respiratoire, pose problème de par sa fréquence et son rôle dans les infections respiratoires chez le veau. Et donc là, on n'a pas de solution actuellement, mais c'est un pathogène qui nous préoccupe chez MSD depuis plusieurs années et on espère pouvoir vous proposer dans les prochains mois une solution de prévention. Parfait, merci. La prévention, c'est toujours important d'en faire dans les élevages laitiers ou allaitants, peu importe. Très bien. Merci. Merci Thibaut. Merci à MSB et à Flex pour sa participation régulière à nos travaux. Maintenant, nous allons aller sur... Il n'y a peut-être pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Si, bonjour. Le lien est-il fait entre l'infection subclinique vue à l'échographie et le type? Ce que je propose... Voilà. Il va répondre, Thibaut. Non, oui, non. alors je réponds très rapidement. Ouais. Non, il n'y a pas de lien encore très établi entre un virus. Il n'y a pas de différence à l'échographie entre une infection virale et une infection bactérienne, même s'il y a des images qui tendent à caractériser plus des infections virales. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vraiment pouvoir différencier une infection virale d'une infection bactérienne à l'échographie. Et les vaccins protègent-ils contre les infections subcliniques? Oui, c'est l'objectif, puisque c'est de la prévention. C'est de la prévention. Donc, en fait, on réduit une... Thibaut, le débat sur les vaccins, on l'a eu il y a quelques mois, d'un point de vue sociétal, où ça générait beaucoup de débats. Heureusement qu'on se pose moins de la question Ce que je dans le propose, monde de l'élevage. Ce que je propose, c'est, Thibaut, vous complétez en fait votre intervention dans le chat pour s'il y a des éléments complémentaires à apporter aux questions. Très bien. Hein, et puis en fin de réunion, voilà, si on a un peu de temps, on reviendra sur ces éléments-là, le cas échéant. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nicolas Godillère. Rebonjour, donc Nicolas Godillère d'Alliance. Alors je vous promets, c'est la dernière fois que vous m'entendez parler pour CRP. Et je reviens là pour vous présenter donc, dans cette session sur l'élevage de précision un projet donc, qui a démarré cette année et l'objectif c'est de faire la preuve de concept de l'alimentation de précision donc en élevage laitier. Donc Harpagon, ce projet, c'est un projet qui reçoit des financements via le fonds CASDAR et qui associe donc les partenaires donc, de la ferme expérimentale des Trinotières, l'INRAE, et la Chambre d'agriculture du Pays de la Loire, donc Alliance, et le dossier est piloté et animé par l'Institut de l'élevage. Donc, Harpagon, l'objectif global du projet, c'est d'essayer de s'appuyer sur toutes les technologies qui existent aujourd'hui en élevage, notamment les DAC, les compteurs à lait. Vous allez voir, ce qui peut aussi être lié aussi aux robots, pour piloter avec précision la distribution du concentré aux vaches laitières en complément de la ration de base. Donc, le concept, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans nos pratiques actuelles, majoritairement, ce qu'on fait dans les entreprises de conseil élevage, c'est qu'on réalise des plans de complémentation à l'échelle du troupeau qui permettent, pour les éleveurs qui individualisent la distribution de concentré, de calculer une quantité de concentré à distribuer à chaque vache en fonction de son stade de lactation ou de sa production laitière. Éventuellement aussi, on peut prendre en compte un effet parité. Mais quand on réalise ce genre d'exercice, on sous-entend qu'à même stade ou à même niveau de production, à même rang de lactation, toutes les vaches réagissent de la même façon et auront la même efficacité dans l'utilisation du concentré qu'on leur distribue. Or, on sait, l'hypothèse globale principale du projet, c'est que ce postulat, il n'est pas tout à fait vrai et qu'on s'attend à ce que toutes les vaches ne réagissent pas de la même façon à la complémentation en concentré
et qu'elles ont des réponses différentes en termes de variation de production laitière, mais aussi en termes de variation de réserve corporelle ou d'ingestion à l'eau. Donc, le concept qui est développé dans le projet et qui va être testé, c'est en fait d'essayer d'adapter la complémentation des vaches en partant d'une ration semi-complète, donc une ration, donc une partie d'une ration avec une partie du concentré à l'auge, et puis une individualisation du concentré au DAC. Alors, ça peut être un DAC ou un robot, puisque en général, quand même, la complémentation individuelle passe par l'utilisation de ces outils-là. L'idée, c'est d'appliquer aux animaux une restriction de l'apport de concentré et de voir comment ces animaux répondent à cette restriction de concentré. On s'attend à ce que certaines vaches baissent en lait de façon plus ou moins importante, d'autres compensent par plus d'ingestion ou encore une mobilisation plus intense des réserves corporelles. L'idée, c'est d'identifier ces différents profils de réponse de vaches et en fonction des objectifs de l'éleveur, du coup, d'en déduire une décision individualisée à chaque vache des quantités de concentré à distribuer pour optimiser donc, cette complémentation individuelle. L'objectif du projet, c'est de tester, comme je vous l'ai dit, ce concept-là, de le mettre en application, donc, notamment au niveau de la ferme expérimentale des Trinotières. Et on le verra aussi de recueillir aussi les avis et les besoins des utilisateurs autour de cette démarche. Donc, les livrables du projet, je passe rapidement. Donc, un guide de mise à application du concept et de nouvelles connaissances, donc, notamment sur la réaction individuelle de chaque vache au concentré. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un premier résultat qui a été obtenu donc, sur la ferme expérimentale des Trinotières. Donc, l'essai, donc, il porte sur 60 vaches Primosten, pour lesquelles on a accès à des données individualisées avec l'utilisation de l'auge peseuse, comme vous voyez sur la diapo à droite. Donc, répartis en deux lots. Un lot qui est dit à volonté, qui, pendant la période de challenge que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire quand on va limiter la quantité de concentré, on va les laisser consommer autant de fourrage qu'elles veulent, donc elles pourront compenser la baisse de concentré par une augmentation de l'ingestion. L'autre lot, le lot limité, comme son nom l'indique, c'est qu'on va limiter le niveau de fourrage pour que pendant que le challenge, en fait, quand on baisse la quantité de concentré, les vaches ne peuvent pas compenser par plus d'ingestion de fourrage. Et donc, dans les deux lots, ce qui est suivi, c'est donc l'ingestion, bien sûr, individuelle de chaque vache, la production, la mobilisation de réserves corporelles avec une notation d'état corporel. Et on verra par la suite, mais on récupère aussi des spectres MIR du lait pour aussi évaluer les mobilisations de réserves corporelles. Donc, la ration, rapidement, au Trinotières, une ration assez classique avec un peu moins de 60% d'ensilage de maïs, 16% d'ensilage d'herbe, de l'enrubanage. Et donc, comme le principe du concept Harpagon, c'est que une VL18 est distribuée au DAC. Alors, quand en période dite témoin, en fait, il y a 4 kg de concentré qui est distribué et pendant le challenge, en fait, on diminue de 3 kg de concentré. Donc, pour arriver à 1 kg de concentré distribué pendant la période de challenge. Ça, je vais juste passer de ces diapos-là, excusez-moi. Voilà. Donc, les premiers résultats, donc sur une première phase de l'essai, puisque, alors, ce qui est prévu, c'est qu'en fait, c'est là, il a été répété plusieurs fois. Pour l'instant, les résultats analysés, c'est le premier challenge, c'est-à-dire on a baissé la quantité concentrée distribuée au DAC donc pendant une période de 3 semaines. Donc, vous avez pour le lot à volonté et le lot limité, à chaque fois les différentes variables avant le challenge, donc c'est la période témoin, et pendant le challenge, c'est-à-dire quand on a baissé la quantité concentrée. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on souhaitait, c'est que pendant le challenge, donc la quantité concentrée est diminuée.
Et comme on pouvait s'y attendre, le lot qui est à volonté a compensé en partie la baisse de concentré par une augmentation de l'ingestion, ce qui n'est pas le cas sur le lot limité. Et là, c'est intéressant en termes de référence, puisqu'on a les conséquences en termes de production laitière. On voit que dans les deux cas, pendant le challenge, la production laitière elle a baissé, c'est normal, puisqu'on a diminué la concentration énergétique de la ration. Cependant, la baisse est moins importante dans le lot qui est à volonté, puisqu'une partie, il a compensé en ingérant plus d'énergie par les fourrages pendant la période de challenge. On voit qu'il y a un effet aussi sur les taux, que je ne détaillerai pas. Et quand on l'exprime en énergie nette exportée par le lait, on voit que le lot à volonté exporte plus par le lait, puisque donc, la baisse de production laitière était inférieure. Donc, ça, en soi, c'est un résultat qui est déjà intéressant, qui confirme les concepts qu'on connaissait déjà. Ce qui est surtout intéressant, c'est que lors de cet essai, c'est bien ce qu'a confirmé l'hypothèse de départ qui est confirmée, c'est que toutes les vaches ne réagissent pas de la même façon et qu'après, il y a une variabilité individuelle dans les réponses qui est importante et qui sera exploitée dans la suite du programme. Ce que l'on est en train de faire aussi, donc là, sur ces données-là, la suite, c'est d'analyser, puisque je vous ai dit que le challenge a été répété plusieurs fois, est-ce que les vaches réagissent tout le temps de la même façon? C'est-à-dire, est-ce que ce comportement des vaches individuelles, il est répétable? Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de regarder, on a extrait les spectres de lait pendant cet essai-là sur la station des trimotères, pour voir si on peut raccrocher aux éléments que je vous ai montrés ce matin, sur les indicateurs, enfin que Marion surtout vous a présenté ce matin sur les indicateurs de déficit énergétique. Et donc l'idée sera de valider aussi ces indicateurs-là. Deuxième résultat là, que l'on a aussi sur ce programme-là, comme je vous le disais, l'idée c'est aussi pendant la période du projet, c'est de récolter les avis des futurs utilisateurs sur ce concept-là, avec deux phases d'enquête. Une phase d'enquête qui est déjà réalisée et valorisée chez des conseillers et experts de notre réseau, et une partie d'enquête chez des éleveurs qui, pour l'instant, qui est encore en cours. Les conseillers sur ce concept-là, globalement, si on regarde rapidement l'alimentation de précision, ils y voient des avantages dans l'adaptation des besoins à l'animal, la valorisation du potentiel individuel. Par contre, il y a des freins aujourd'hui et des appréhensions sur le coût de la technique ou du temps qu'il faudrait y consacrer. Donc, tout cela, il faudra qu'on va bien sûr le préciser au cours du projet. Pour aller vite, donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats du projet et sur le site internet dédié, donc Harpagon. Dans ce programme-là, on souhaite diffuser de façon très régulière les différents résultats intermédiaires que l'on obtient. Et donc, on a déjà réalisé des webinaires et on en réalisera tout au long du projet. Les prochains auront lieu fin juin 2023. Pour nous permettre de présenter les résultats à la fois des enquêtes qui ont été réalisées chez les conseillers et les éleveurs, et puis au fur et à mesure, peut-être plutôt cet automne, on aura les derniers résultats sur l'essai que je vous ai présenté sur les trimotères qui est encore en cours de valorisation. Voilà ce que je pouvais dire sur Harpagon. Très bien. Y a-t-il pas de questions? Il est quelle heure? 26. On a encore un petit peu de temps à l'oral. Pas de remarques? Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, ce que tu veux nous dire, Nicolas, c'est moins on met d'aliments, plus on a de production. Non, c'est quand même pas ça. Alors, pourquoi on s'embête à équilibrer nos rations? Okay, pardon, j'avais déjà coupé le micro. Si on trouve ce type de profil de vache, on vous tiendra très vite. On est partant. Voilà les clonés. Parfait. Merci Nicolas pour cette présentation. Une question d'Adrien dans le chat. Une analyse éco a été réalisée aussi ou pas, Nicolas? Alors, dans le programme, effectivement, l'objectif, c'est aussi d'évaluer économiquement le modèle.
ce sera sur la dernière phase du projet où, en fait, on va tester et comparer en fait 2 modes d'alimentation, le mode d'alimentation dit élevage de précision et une alimentation en ration complète. Donc ça, c'est le dernier work package là, qui pour l'instant n'a pas commencé, mais qui sera réalisé au cours du projet. Et donc l'idée, c'est de comparer économiquement aussi ces deux systèmes. D'accord. Et je rappelle qu'au trimetière, il y a des auges peseuses qui nous permettent aussi de quantifier la consommation individuelle par rapport à ces études spécifiques où qu'on a besoin de précision fine. Très bien. On passe à Innoval sur la valorisation de la génomique à l'échelle d'un élevage. Alors, je viens faire la demande de François Guillaume. Ouais. Hop là. Ouais, ok. Donc, a priori, je peux contrôler. Tout le monde m'entend? C'est bon? On ne vous voit pas, mais ce n'est pas grave. Ah, bon, je peux. C'est mieux, c'est mieux. Bon. Voilà. Alors, je me présente, donc François Guillaume, Synetics, c'est nouveau, ça, voilà, c'est tout frais de cette année. Et donc, on m'a demandé de reparler d'un projet un peu ancien, en fait, sur le bilan génomique d'Innoval, qui avait comme objectif d'essayer de valider à l'échelle de l'élevage les index génomiques. Puisque, bon, comme vous le savez tous, les index génomiques sont des réalités depuis un petit moment. C'est-à-dire que c'est une réalité nationale depuis le 2008 et ça tombe bien, en fait, c'est quelque chose qui correspond à mon travail de thèse que j'avais pu faire notamment en collaboration avec Sébastien Fritz. Voilà. Et donc, pour refaire un peu de contexte, en 2008, on lance, voilà, à la fin d'un travail de thèse assez long, un engagement oui, très, très important de la filière sélection, la sélection génomique, qu'on appelait la SAM2 à l'époque, est devenue réalité. Donc, l'idée, c'est pas seulement de dire « Oh, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet », il faut aussi prouver ce qu'on annonce en disant « ça marche ». Et donc, il avait été prévu dans le cadre de la thèse de réaliser une validation sur une population de taureaux. Donc, le principe de base qui était posé à cette époque, c'était d'essayer de convaincre, de dire ça marche, et de trouver, quand on innove sur quelque chose qui est tout nouveau, tout frais, on peut proposer les solutions, les façons de valider les choses. Et à l'époque, puisqu'on était très centré sur les entreprises de sélection, la façon de valider la sélection génomique avait été juste de prendre une population de taureaux tout jeunes, pas encore testés, en 2004, regarder quelles informations étaient disponibles avant testage, c'est-à-dire à partir d'un index polygénique en 2004, et regarder ce qu'on aurait pu prévoir en 2004 grâce à l'apport de la génomique et du typage. Donc, on faisait une comparaison d'un index polygénique contre un index génomique. Et somme toute, l'idée, c'était juste de dire, en fait, si on avait pu faire en 2004 des choix qu'on n'aurait pas regrettés en 2008, finalement, cet outil, il a de la valeur, il est intéressant et il va être accepté. Donc, à quoi ça correspond une validation de la SAM en 2008, bien longtemps? C'était un thésard, voilà, qui montre 2 graphiques avec des points. Il dit, il y en a un, il est tout compact, il ne permet pas trop de savoir qui sont les bons taureaux, qui sont les mauvais. Donc, d'après l'index de 2004, voilà, on n'arrive pas forcément à voir qui sont les gagnants de 2008. Alors que si on utilise la sélection assistée par marqueur, a priori, on éclate beaucoup mieux les informations. On peut être plus précis pour la sélection des petits taureaux. Et à l'époque, en fait, il faut aussi le dire, c'est plus efficace pour la sélection des petits taureaux qu'on pourrait mettre au testage. L'idée d'arrêter ou de se passer du testage n'était pas forcément dans la construction même du projet ou de la validation de cet outil. Donc globalement, peu ou prou, l'outil a été intégré dans le quotidien de nos éleveurs et le typage est devenu une réalité. Donc première apparition des index 2008, officialisation en 2009 et l'utilisation dans la tête, pour un éleveur de base, c'était vraiment de dire ce sont les taureaux qui sont génomiques. Et puis peu à peu, en fait, le génotypage s'est aussi étendu aux femelles. Et donc, il fallait prouver que la génomique marchait, et peut-être pas seulement dans le cadre de l'évaluation de taureaux
propriété des entreprises de sélection, aussi sur l'élevage. Et donc en 2023, on est quand même dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire le challenge, c'est qu'aujourd'hui, c'est chaque semaine qu'on va génotyper peut-être, enfin plus ou moins, on va dire, l'équivalent de tous les animaux qui étaient disponibles au début du programme. C'est quand même un changement fondamental. La majorité des animaux qui sont typés, en fait, ce sont des femelles, pas des taureaux. Et ces femelles, aujourd'hui, en 2023, la plupart, elles ont eu le temps d'avoir des réelles performances laitières. Donc normalement, on peut revenir ou réinvestiguer la question de est-ce que ça marche la sélection génomique? Est-ce qu'on peut prouver avec des choses tangibles que la sélection génomique, c'est utile? Donc, si on revient à ce qui a été fait à l'époque, où on avait une vision de généticien, très centrée entreprise de sélection autour des mâles, eh bien, on est obligé de faire un petit constat sur les outils utilisés ne sont pas totalement, adaptés. Dans le principe, on a des outils de généticiens, des index. Bon, voilà, c'est pas des index obtenus après testage sur descendance. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur une vache. Voilà. Donc les vaches n'auront jamais d'index obtenu après testage sur descendance. Voilà. La plupart du temps, maintenant, les vaches ont directement un index génomique, mais il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on fait pour les taureaux. Et puis les taureaux, il faut aussi se rappeler que ils n'ont jamais fait de lait. Alors, les généticiens adorent ça parce qu'un généticien voit qu'un taureau a beaucoup de descendants et on peut savoir la production laitière d'un taureau si jamais il avait été capable de faire de la production laitière. Mais par rapport à la réalité du terrain, on est un peu à côté de ça. Donc, on est souvent à côté des outils réels qui sont entre les mains des éleveurs. Dans notre validation de l'époque, voilà, on n'a pas des choses que manipule un éleveur sur son propre troupeau. Et il fallait essayer de voir comment on pouvait changer les choses. Néanmoins, on s'en est bien sorti finalement pour la conviction, puisque, alors c'est les petites anecdotes, Sébastien en aura aussi d'autres, hein. Souvent, les éleveurs, quand ils essaient de nous dire qu'ils sont convaincus par la sélection génomique, se rabattaient sur des caractères héritables, ce qu'ils voyaient sur le terrain. Moi-même, quand j'ai vu naître un veau avec un index de -1, 2 en tempérament et voir qu'il avait quand même pas mal de sang, je dis ah c'est bien, on a fait du bon boulot, c'est un truc qui fonctionne. Je me suis jamais posé la question de est-ce que l'index polygénique était quand même déjà plutôt négatif, et donc j'avais peut-être pas fait le meilleur accouplement du monde. Et au final, il n'y avait peut-être pas forcément un défi, ou en tout cas les défis qui sont posés par l'élevage, ce ne sont pas forcément les caractères très héritables avec quelque chose qui se voit, mais plutôt les caractères moins héritables et sur lesquels il est quand même plus difficile de montrer que nos outils fonctionnent. Donc, avec l'évolution de l'activité de typage, un fait est que le développement a été constant du génotypage et que forcément, à un moment ou à un autre, les éleveurs qui avaient plusieurs dizaines, voire centaines d'individus génotypés, pourraient revenir vers nous en disant mais au final, est-ce que vous pouvez valider chez moi comment fonctionnent les choses? Donc, dès 2017, on s'est dit, ça y est, on est peut-être sur un atterrissage possible qui va nous permettre de savoir si on peut valider simplement est-ce que la sélection assistée par marqueur, les sélections génomiques, fonctionnent chez vous en tant qu'éleveur, avec des chiffres que vous manipulez tous les jours, des réalités concrètes observables sur l'élevage. Donc, on a lancé un petit travail d'identification des difficultés qui seraient associées à l'exercice. On a essayé de voir les valorisations possibles. On a aussi essayé de voir où est-ce qu'on en était. En 2017, on était déjà sur une situation où il nous semblait qu'on pouvait faire une validation pour la partie évolution à l'époque de 490 élevages en Holstein et 85 élevages en Normande pour lesquels c'était jouable de faire une validation de la sélection génomique telle qu'on avait pu la faire pour les taureaux en leur temps. Alors, donc j'ai laissé flou le graphique, c'est juste pour ne pas pouvoir retrouver les noms des vaches, et c'est à titre illustratif. Donc, on a commencé à faire un travail, on a proposé une première sortie graphique de ce qui pourrait être une validation de la sélection génomique à l'échelle d'un élevage. Alors, premier renseignement, des données de contrôle laitier sont essentielles. Et là, c'est un point assez important parce qu'en fait, cette association, la sélection génomique, nous amène à ne plus avoir besoin de faire des efforts de collecte de données. Mais en fait, non, ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est gênant parce que si on n'a plus rien pour valider que les décisions qu'on a prises étaient les bonnes ou semblent se valider dans le temps,
À partir du moment où les vaches, il faut quand même attendre un sacré moment, donc plus de 2 ans pour qu'elles commencent à faire du lait et plus de 3 ans pour qu'on ait une validation d'une lactation. Si on s'arrête de faire nos efforts de collecte d'informations, ben, on n'a plus grand-chose. Deuxième difficulté, c'est le besoin de standardiser les données. Parce qu'en fait, là aussi, nous, on s'est arrêté sur les lactations premières, enfin les premières lactations des femelles, ce qui donne le seul juge-arbitre comparable entre les individus, car tous les animaux ne font pas de L2. Voilà. Donc, on a des lactations, un standard qui correspond à ce qui est évalué en routine, mais qui correspond à des lactations en général un peu plus faibles que ce qu'il y aurait en deuxième ou troisième lactation. D'autres problèmes, la gestion des animaux sortis d'inventaire. Quand un animal est génotypé, s'il est sorti, souvent, voilà, nous n'avions pas stocké au niveau évolution leurs index génomiques, donc on perdait des informations et il est difficile de faire vivre les outils. Et puis ensuite, la définition de règles d'inclusion. Donc, on s'était fixé un minimum de 20 femelles ayant fini leur première lactation et étant génotypées pour faire une validation de la génomique. Bon, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on était déjà capable de faire pour donc, la production laitière, hop, le TB et le TP, un petit nuage de points montrant la tendance qui liait les index génomiques aux productions laitières en 305 jours. Voilà. Chacun des noms des vaches de l'élevage était représenté. Donc, plutôt que d'avoir un point, autant mettre le nom des vaches. Ça parle plus pour les éleveurs qu'on a pu tester. Ils arrivaient bien à repérer de qui il s'agissait. Et puis, ça permet déjà d'extrapoler les index, puisqu'on avait des petites phrases donnant les informations. Donc, dans votre troupeau, le niveau moyen, donc le niveau d'une vache qui aura un index de 0 est de, par exemple, 8000 kg de lait. Et à chaque fois que votre vache fait à un point d'index supplémentaire, eh bien, elle a 1 kg, 1,2 kg de lait en plus. Donc, c'est une première base d'extrapolation. Alors, globalement, on a fait des premiers tests et ce qui est revenu, voilà, c'est qu'il y avait avant tout un souci sur la façon d'utiliser la restitution ou d'organiser une bonne restitution en face à face avec les éleveurs. Alors, pourquoi ? Parce que globalement, le nom des vaches, c'était très apprécié. Ça permet de donner du sens avec une réalité concrète pour l'éleveur. Ça permet d'avoir une information claire. Alors, même si j'ai flouté les choses, globalement, on voit bien la hiérarchie, elle est tenue. Les meilleurs animaux en index sont aussi ceux qui ont les meilleures productions réelles dans l'élevage. Mais dès lors qu'on donnait le nom d'une vache, souvent, voilà, il est difficile pour un éleveur de dire, bon, en fait, elle avait produit combien cette vache ? Voilà. Et ça, on entame une discussion et notre éleveur va arriver avec sa réalité et les choses qui ont pu changer sur l'élevage. Pareil, une vache qui est en deuxième lactation, quand on parle d'elle et qu'on se réfère à sa première lactation, ça peut amener des couacs avec un éleveur qui dit, ah non, elle ne donne pas tant de lait que ça, c'est une réalité, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on avait des difficultés surtout pour expliquer certains résultats. Alors là, l'anecdote, c'est un éleveur qui était, que je connaissais bien, avec qui j'ai fait le test, et chez qui, en fait, j'avais une corrélation proche de 0. Donc, en fait, là, c'était l'éleveur pour qui le lait, ça ne fonctionnait pas, l'index génomique ne fonctionnait pas. Et puis, en discutant avec lui, il m'a dit, ah oui, mais c'est une année où, au niveau prix du lait, ce n'était pas ça. Eh bien, finalement, c'est toutes les L1 de cette année, elles ont morflé. Leur production laitière n'a pas été poussée du tout parce que je n'avais pas intérêt à le faire et on y allait à l'économie. Alors, effectivement, elles avaient peut-être un potentiel, mais je n'ai pas fait ça. C'est quelque chose qui peut s'expliquer quand on connaît, on maîtrise l'outil génétique, l'outil de validation, mais il faut savoir mener cette discussion et c'est vrai que c'est une réelle difficulté. Et puis, alors, le deuxième gros point, deuxième gros retour, c'est oui, mais on est un peu sorti de la production laitière. Globalement, quid de tous les caractères à faible héritabilité, qui sont quand même aussi impactants au niveau du résultat des entreprises. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la repro et les cellules? Alors, les difficultés, c'est l'accès à des données autres que la production laitière, parce qu'on a moins d'historique, moins d'informations et plus de difficultés sur le traitement des données, puisque voilà, le lait, on sait comment le mesurer, la vache est équipée de réserves à lait, qui sont les mamelles, qu'on peut traire 2 fois dans la journée, c'est quand même plutôt pratique. Et il est vrai que dès qu'on va être sur des caractères un peu plus complexes, la modélisation et les indicateurs prêtent à beaucoup plus de discussions. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'essayer de continuer et donc on a voulu progresser avec une nouvelle version en 2018. Donc on est parti sur une version dynamique pour essayer de
ne pas trop surcharger les choses, les informations, mais de permettre une aide contextuelle avec l'outil Plotly. Donc, c'est une page HTML, comme sur Internet. Et puis, dès qu'on va cliquer ou mettre la souris sur un point, eh bien, on va avoir des informations, des menus contextuels avec le nom de la vache, son index génomique, la production de chacune de ces vaches donc en première lactation. Et on pourra vérifier voilà, qu'on a bien cette tendance de, en général, quand les index sont plutôt élevés, eh ben, les productions sont plutôt élevées. À cause du problème de ration ou d'effet campagne, on a aussi rajouté une histoire de filtre qui permettait d'enlever quelques années de production en disant, bah oui, en fait, là, les animaux qui ont vélé et commencé leur lactation à telle année, eh bien, on va les retirer du graphique parce que finalement, ils ne sont pas représentatifs de ce qui se passe généralement sur votre élevage. Et dernier point, voilà, on avait aussi, pour simplifier la partie extrapolation, donc mis des droites de régression. Donc, en bleu, la droite de régression correspondant à l'élevage. En mauve, la droite de régression correspondant à la référence, c'est-à-dire l'ensemble des élevages, donc évolution à l'époque, qui permet de façon assez simple, c'est-à-dire que si je me balade le long de cette droite de régression, j'ai directement la production qui est prévue. Hop là. Pour compléter, on avait donc rappelé avec des petites phrases, voilà, un point d'index en lait, c'est 1,34 kg de lait de produit en plus. Un point d'index TP, c'est 1,2. Ça donne un petit outil très simple qui peut concrètement dire, bah, voilà, d'après tout ce qu'on a observé dans le passé, la meilleure estimation que vous pouvez faire de votre production réelle cette année, vu le niveau d'index que vous avez, c'est donc 1,2 fois la production laitière, plus la moyenne, enfin l'intercept de votre production dans le troupeau. Hop là. Donc bien sûr, c'est sympa la production, mais on n'arrête pas d'en parler et c'est peut-être un programme ou un projet d'arrière-garde. Donc, il nous a fallu essayer de creuser quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors le plus compliqué, pourquoi les cellules sont arrivées après la production laitière? Parce que c'était plus compliqué et qu'il a fallu plus de temps pour essayer d'obtenir quelque chose voilà, qui parle et qui soit efficace ou utilisable sur le terrain. Eh bien, le problème de fond des cellules, c'est que ça n'a pas changé, c'est toujours aussi compliqué. Donc, on a tenté l'exercice en essayant de toujours garder ce petit côté échelle individuelle, mais elle est nettement plus ardue. Alors, on a défini un indicateur important pour nous qui était le nombre de contrôles qui avaient été réalisés avec des leucocytes au-dessus de 300 000 cellules. C'est un choix totalement arbitraire. Et finalement, en fait, il est très, très influencé par le nombre de contrôles. Donc ici, voici à quoi ressemblait le rendu, avec donc une ligne, une femelle, le nombre de contrôles qu'elle a pu avoir, son index cellule, voilà, la moyenne des leucocytes qu'elle a pu avoir sur l'ensemble de ces contrôles, le pourcentage en vert des contrôles sans dépasser les 300 000. Donc, quand on a un petit tiret vert qui n'est pas complet, ici, on a des trucs complets, ici, non. Donc ici, on est à 100% des contrôles qui ont été réalisés et qui n'ont pas eu de cellules, enfin de résultats supérieurs à 300 000. Et ici, on a globalement la moins bonne des femelles de ce troupeau, voilà, qui a eu 71% de contrôles sans cellules. Et on a fait le distinguo entre le nombre de cas où on était dans un cadre douteux, il n'y a pas forcément de mammites, et le nombre de cas où on a une infection. Là encore, ça part sur les mêmes principes, mais l'application à l'échelle de l'élevage est beaucoup plus compliquée. Et là où on a eu le plus de difficultés, et il y a un réel travail d'accompagnement qui est nécessaire, c'est sur la partie analyse au niveau de l'élevage. Donc là, on a essayé de faire des graphiques. Globalement, l'expression de comment ça fonctionne quand je sélectionne sur les cellules, j'ai des index cellules qui vont être à -1 ou à +1. Voilà. Comment est-ce qu'on peut exprimer l'impact que ça aura sur l'élevage? Eh bien, on a essayé d'avoir une courbe, une régression, qui essaie de dire de combien j'augmente mon risque d'avoir un contrôle avec des cellules quand je perds, par exemple, je passe de 0 d'index cellule à -1. Sauf que qu'est-ce qui ressemble plus à une vache très bonne, ou bonne en cellules dans un très bon élevage, qu'une vache hyper bonne en cellules qui est dans un très bon élevage? Bah, rien. Globalement, quand on est à 0
contrôle avec des cellules, on ne peut pas faire mieux. Et du coup, nos index, en fait, ils ont un aspect asymétrique. Dans les très bons élevages, où il y a très peu de cellules dans les résultats du contrôle laitier, bah, globalement, le distinguo, avec une génétique très bonne d'ailleurs aussi en cellules, il y a trop peu d'animaux qui vont avoir des leucocytes pour bien prouver que voilà, on a des différences entre individus avec des très très bons index. Et comme des fois, par la sélection, il y a quasiment plus d'animaux à -1 ou -2 en cellules, eh ben, on a du mal à prouver que ça marche. En tout cas, il n'y a pas de problème, mais il est difficile de prouver que l'index cellules fonctionne. Et donc là, pour amener l'analyse qui est faite sur les cellules, on est sur un cas très complexe. Et ce n'est pas tout, puisqu'en fait, ça peut être encore pire. C'est-à-dire, lorsqu'on a voulu travailler sur les index repro, bah, là, on a carrément vu que on a dû faire le constat de l'impossibilité de faire un rendu à l'élevage. Donc là encore, quand une vache moyenne en repro est inséminée, elle a quand même une chance sur 2, par exemple, d'être pleine. Et c'est à peu près la même chose qu'on aura observé quand une très, 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 très bonne vache en repro est inséminée. Voilà. Le résultat, c'est 0 ou 1, ça marche pas. Mais globalement, le distinguo entre des très mauvais animaux d'un point de vue génétique et des animaux juste moyens ou des animaux très très bons, bah, il est trop faible pour pouvoir visuellement ressortir quelque chose. Et là encore, bah, le nombre d'observations, il est assez réduit. La carrière d'une très bonne vache en repro, bah, finalement, elle peut se résumer à 4-5 inséminations dans toute sa vie, parce que ça aura juste bien marché. Donc, quand on veut faire la preuve de l'efficacité de nos index, on a plus de difficultés. Donc, dans le rendu, on est reparti sur le fait, là, on ne va pas pouvoir faire une présentation à l'individu. On va essayer de globalement faire des bilans repro et trouver voilà, des informations qui peuvent être utiles pour nos éleveurs. Donc, on est parti sur une différence entre les semences sexées et non sexées pour savoir si je veux utiliser de la sexée, quel est le niveau d'index minimum qu'il faudrait que j'obtienne sur mes vaches ou mes génisses pour être sûr d'avoir une réussite à l'IA ou maximiser mes chances de réussite. On a aussi essayé de décliner d'autres indicateurs comme les intervalles vélage IA1, intervalles donc, entre IA1, IAF, etc. C'est des choses qui sont macro, mais là où on perd un peu le sens de le concret de ce qui est vu ou ressenti par les éleveurs est beaucoup plus compliqué. Donc, on est vraiment encore sur des situations nettement plus complexes à expliquer et une forte sensibilité là aussi aux effectifs, puisqu'il n'y a pas tant d'IA réalisées par femelle et en fonction de la taille des troupeaux, des fois, voilà, on a du mal à prouver des choses. Voilà. Les problèmes n'étaient pas que d'ordre donc de la présentation et de la complexité inhérente à chacun des caractères. Mais on avait aussi un petit problème qu'on a essayé de contourner en disant c'est les faits, voilà, c'est ce qu'on observe, c'est qu'en 2018, en fait, en faisant la moyenne de l'ensemble des élevages sur lesquels on pouvait faire une validation de l'efficacité de la sélection génomique ou des index génomiques par rapport à la réalité concrète du terrain, on avait quand même des chiffres en moyenne qui étaient plutôt aux alentours de 1,2 g de TP ou de TB par kilo de lait. Donc, à chaque fois qu'on améliorait d'un point d'index un accouplement, par exemple, on pouvait espérer que dans la réalité, voilà, les animaux produisent 1,2 g par kilogramme de lait de plus qu'un équivalent avec un point d'index en moins. Ce qui n'est pas totalement, ce qui n'était pas réellement l'attendu, puisque normalement, on est centré sur 1 et il n'y a pas de biais. Donc, l'hypothèse en 2018, c'était de se dire, il y a peut-être un biais de sélection. En fait, on n'a pas suffisamment de mauvaises femelles qui sont génotypées. Donc, du coup, on n'a pas le pendant négatif qui vient contrebalancer et obtenir un coefficient de régression de l'ordre de 1. On avait aussi des questions sur la réduction de la variance. Voilà. Donc là, on était plus sur les aspects de généticiens en se disant, il y a peut-être des explications. Voilà. Au final, on partait sur le principe de, avec les données qui sont disponibles entre nos mains, prenez ces indicateurs, ils semblent adhérer ou correspondre à la réalité observée jusqu'ici sur vos élevages. Et c'est le meilleur guide pour savoir quand vous faites des choix entre deux taureaux, est-ce que vous avez intérêt à valoriser plutôt des index lait ou pas, parce que ça sera plus ou moins bien transformé dans votre élevage. François, Oui.
Tu as à peine 5 minutes pour finir. Ça marche, ça devrait être bon. Hop là, hop. Du coup, finalement, ce problème, il s'est résolu tout seul, puisque avec l'arrivée du single step, bah, on a eu une preuve que une single step a bien corrigé un biais, et finalement, c'est celui qu'on avait capté dans nos données, c'est-à-dire qu'on retombe sur le take-home message tout simple, c'est un point d'index, c'est un point de TP ou de TB ou un point de lait, 1 kg de lait en L1. Les index marchent bien avec des coefficients qui sont totalement alignés. Et ce n'était pas le cas dans l'ancien système qui, bah, au fur et à mesure, avait réussi à dériver. Hop, voilà. Donc, ces indicateurs, voilà, ils nous permettaient d'obtenir une validation pour lancer une discussion, des indicateurs tout simples pour savoir comment je projette mes choix génétiques en termes de réalité concrète sur mon élevage, sous l'hypothèse que bah, je ne change pas mes pratiques d'élevage, et on avait une première mesure. Hop, voilà. Donc, le bilan de cette version 2, c'est que, avant tout, le fond, ce n'est pas juste de pouvoir prouver que la sélection génomique fonctionne, c'est vraiment l'accompagnement et la pédagogie autour des résultats. La réalité du terrain est très complexe et à un moment, bah, on ne pourra rien changer à ça. C'est-à-dire que quand un éleveur nous dit bah non, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu, il faut être capable d'entendre ça et de savoir bah oui, comment on répond bien en en sortant une copie, une réponse à l'éleveur qui ne dit pas ce que tu as vu, c'est faux, parce que souvent, ce n'est pas le cas. C'est, bah oui, l'outil n'est pas capable de capter certaines difficultés. L'ajout d'informations, ce qu'on a essayé de faire dans la V2, en fait, il a augmenté les risques de problèmes d'interprétation. Et puis, en fait, on a eu des gens du terrain, enfin, les managers de nos techniciens d'assimilation qui nous ont dit, bah là, il y a quand même beaucoup de cas qui risquent d'être très, très compliqués. Il va falloir beaucoup de formation. Est-ce qu'on a intérêt à mettre plus d'infos et mettre en difficulté nos agents ou bah, plutôt simplifier les choses? Et puis, dernier point, en fait, on a aussi vu que les aspects canaux de diffusion, circulation des infos, nous ont posé des soucis. Et pour les documents de type dynamique, une présentation HTML n'était pas quelque chose de forcément possible. Donc, nous avons finalement opté pour des pages toutes simples. Donc, on a ajouté dans un bilan génétique global une page pour ceux qui ont fait du génotypage, qu'on appelle le bilan génomique. Donc, c'est arrivé en 2019, je crois, sur lequel voilà, on a toujours nos petits graphiques, nos points. On ne s'étale pas sur quel est le nom de chacune des vaches. On arrive à avoir donc, la tendance de la régression qu'il y a entre l'index et la production qui a été observée dans cet élevage. On a énormément simplifié les informations transmises avec quelques indicateurs qui permettent de dire bah voilà, par quel chiffre il faut multiplier mon index voilà, pour savoir ce que je vais obtenir ou ce que j'ai obtenu en général sur mon élevage. Les retours sont a priori donc, que cet outil est un outil apprécié par les TI. Finalement, on avait anticipé beaucoup de soucis en disant ah là là, on était dans la technicité, ça va poser des soucis, il faudra trouver telle ou telle solution. En fait, il a été plus simple de tester quelque chose de simple, voilà. Et finalement, ces soucis arrivent maintenant et on a peut-être une adhésion ou plus de techniciens assimilateurs qui seront capables de dire « Ok, j'ai compris quel était le problème et voilà quelle solution on peut développer. » Mais quand on anticipe trop, des fois, finalement, on complexifie pour rien les outils. Et donc, bah, passer cette première appropriation, bah, on espère pouvoir relancer une réflexion sur comment on peut faire évoluer cet outil en interne et bien le mettre en œuvre pour qu'il soit utile pour nos éleveurs. Très Donc, bien, le take-home merci message, voilà. pour Voilà, cette donc, présentation. Donc, merci François. Il y a quelques Hmm. questions. Donc, qui présente ces audits ou ces résultats aux éleveurs? C'est sur les assimilateurs et c'est à quelle fréquence? Alors, bah, du coup, c'est lors des visites des techniciens assimilateurs et en fonction aussi des demandes des éleveurs et là aussi de chacun des assimilateurs à quel point il se sent à l'aise de présenter ces résultats. La plupart du temps, voilà, c'est quand on est en prospective sur voilà, quels sont tes objectifs, voilà, quelle est la situation de ton élevage, si tu as intérêt ou pas à essayer d'améliorer tel ou tel caractère. Et là encore, on a aussi beaucoup de variabilité voilà, sur la compréhension des choses pour et la finesse ou de la complexité des systèmes pour bien utiliser l'outil. Ouais. Autre question, est-ce que vous avez comparé la dynamique de corrélation entre les élevages génotypés et non génotypés et puis en isolant le progrès génétique, on va dire, naturel?
Alors du coup, ça n'a pas été refait avec les index single step, mais je pense que là, aujourd'hui, en fait, puisqu'on a quelque chose de cohérent, là c'est purement génétique, hein, la corrélation reste la même. Et le fait de retomber bien sur le coefficient de 1 voilà, nous a bien aidé. Après, pour information, et ça va faire écho à la présentation qui a été faite, il y a effectivement des groupes qu'on a identifiés d'élevage sur lesquels les coefficients ne sont pas de 1. En élevage bio, il est assez, enfin, sur quelques élevages dont je sais qu'ils sont en élevage bio, le lait, par exemple, peut se retrouver, ou des systèmes très herbes, les coefficients de régression peuvent être un peu plus faibles. Donc là aussi, la question est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre l'accent sur la production ou l'index lait, quand au final, le rendu au tas est peut-être moins important que finalement améliorer le TP qui marche quand même en général un peu mieux là aussi chez les bio, et qui, en termes de valorisation, vous fait un lait de meilleure qualité, peut-être en moindre quantité, mais ce qui compte, c'est la valorisation finale par euro au litre de lait, et c'est des stratégies à essayer de Très piloter au mieux. bien. Et puis une dernière question sur le graphique 191, la diapo 191, ce sont les index les TBTP qui sont exprimés ou les performances des animaux? Index lait TPTB, c'est l'axe des X. Donc voilà, plus je me balade vers la droite, plus mes index ont augmenté. Et l'axe des Y, ce sont les chiffres bruts. Donc le lait, c'est le kilo de lait en 305 jours. TPTB, c'est la moyenne du TP et du TB sur les 305 jours. Première lactation. Voilà. Et dernière question, globalement, qui est en mesure de dire qu'un éleveur qui génotype ses femelles depuis 10 ans a amélioré les performances de son élevage? Ah, eh ben, non, mais ça, c'est un gros souci, hein, et ça refait écho au pilotage, hein. Il n'y a pas de monde B. Il n'y a pas de monde B dans lequel quelqu'un n'aurait pas fait de sélection génomique. Et c'est vrai qu'il est difficile de savoir, enfin, ou alors il faudrait trouver des éleveurs qui se désignent à Des dire éleveurs qui… moi, je ne le fais pas, quoi. Okay. Tous nos bénéfices collectifs sont comme ça. On est emmené par la bonne volonté et le bon sens de notre collectif. Quelqu'un qui aurait arrêté l'insémination artificielle, qui aurait arrêté le contrôle laitier dans les années 90, par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'il en serait. Mais comme ils n'existent pas, comme ils bénéficient aussi des progrès génétiques faits par le collectif, oui. Ouais, on a du mal à dire ça pourrait être moins bien. Mais on s'habitue à quelque chose qui est une machine bien huilée, qui fonctionne bien. Il faut savoir aussi saluer ou reconnaître partout ça. dans le monde, la génomie est utilisée, donc c'est difficile de comparer les choses. Voilà, il n'y a pas de… Un grand merci à vous pour cette présentation sur l'évolution de la génomie ces dernières années et l'impact dans nos exploitations. On change de thème. J'aperçois toute la team d'Alliance là qui est à l'écran. Maxence en tête. Voilà, qui va nous parler. Vous allez nous parler de Phéno 3D. Voilà, on connaît tous Phéno 3D normalement maintenant. C'est ça, exactement. Vous connaissez maintenant, tout. On parle plus de projet, on parle de résultats. Oui. Donc, pour faire suite à la présentation de l'année dernière, on va vous présenter des points un peu plus techniques puisque le projet a grandement avancé. Donc, c'est une présentation en binôme. Donc, avec Adrien Le Breton qui est à côté de moi, que vous voyez sur l'écran, donc de l'Institut de l'élevage, et moi-même, Maxence Brouillas, donc d'Alliance. Donc, Phéno 3D, pour rappel, c'est un projet qui a été démarré il y a déjà plus de 2 ans, avec pour but de moderniser le contrôle de performance dans la filière bovin croissance et en automatisant la collecte du poids vif et des 19 postes de pointage au sevrage, et ceci sur les 10 races pointées. Donc, quand on parle de sevrage, on prend en compte la période 4-12 mois. Donc, c'est une période assez large et il faut collecter de la variabilité sur toute cette période, donc en termes d'âge et aussi en termes de morphologie. Pour ce projet, on a trois briques de livrables avec une première brique qui est un scanner 3D donc pour collecter la donnée. Ce scanner, comme vous voyez sur le schéma et que vous verrez en photo par la suite, est un scanner de 3 mètres sur 3 mètres avec 5 coupes de caméra. Donc, je vous avais déjà présenté ça l'année dernière.
Donc, il faut bien retenir tout au long de la présentation que ce premier scanner est un prototype et qu'il tendra à évoluer par la suite. La deuxième brique de livrable sont des algorithmes de prédiction, donc pour derrière prédire le poids vif et les 19 postes de pointage des 10 races. Et enfin, le dernier livrable est un service puisque on va moderniser le contrôle de performance, donc il faudra réfléchir à un nouveau service et on travaille avec le réseau bovin croissance pour déjà préparer la construction de ce nouveau service. Donc, sur ces 3 livrables, le premier est fabriqué par l'entreprise 3D West, donc qui est un partenaire de longue date de l'Institut de l'élevage, qui a travaillé sur de nombreux projets d'imagerie 3D, morpho 3D chez les vaches laitières, Autop 3D chez les ovins et plus récemment Caprimum 3D chez les caprins. Ils travaillent avec nous depuis un an et nous ont livré le prototype en avril dernier. Nous le testons depuis cette époque-là. Les 2 autres livrables sont dans le périmètre du consortium Animal 3D, qui a été créé en avril 2022, dont Phéno 3D est le premier programme. Donc, ça tend à imaginer d'autres programmes par la suite. Un petit point sur le planning qui est prévisionnel, puisque c'est un projet de recherche et développement. Donc, depuis la réception du prototype en avril 2022, nous l'avons testé depuis sur plusieurs configurations. Alors, dans un premier temps, c'était des tests d'un point de vue logistique et technique sur la contention des animaux, donc comment on allait faire passer les animaux au sein du dispositif, est-ce qu'il faut les faire passer à une certaine vitesse pour avoir des images de qualité. Donc, voilà, tous ces tests qu'on a fait tout au long de l'année 2022. Les plus récents tests ont été pour valider les paramètres métriques de l'image 3D, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire confiance à l'image 3D en termes de mesures, c'est-à-dire qu'on prenait des mesures sur l'animal et on les prenait également sur les images 3D et on faisait des corrélations. Adrien vous présentera les résultats par la suite. Donc, tous ces tests nous ont servi à commencer et à préparer la validation du prototype qui aujourd'hui est en cours et qu'on va bientôt finaliser dans les semaines à venir. Depuis la semaine dernière, on a commencé la collecte de données pour préparer et pour commencer à élaborer des algorithmes de prédiction, donc qui est un des livrables du projet. On a préféré commencer la collecte de données dans la race charolaise. On s'est concentré sur une seule race de façon à ne pas se disperser sur plusieurs races et à avoir une collecte de données qui est assez longue. Et également de voir si les algorithmes ont du potentiel, assez rapidement. Tous ces algorithmes seront validés par les organismes de sélection. Donc, c'est bien chaque organisme de sélection qui validera les algorithmes propres à sa race. Et enfin, ce qu'on espère, c'est une industrialisation courant 2024, donc plus au deuxième semestre de l'année 2024. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un planning prévisionnel et il peut y avoir dans un programme de R&D des imprévus. Mais pour l'instant, nous tenons les délais et tout se passe bien. Ce projet, donc Phéno 3D, a convaincu plusieurs financeurs. D'un côté, France Agrimaire, qui, via l'appel à projet connaissance, nous soutiennent financièrement, principalement la collecte de données et la création d'algorithmes, qui sont une grosse partie du budget du projet Phéno 3D. Et on a également Apigène qui viennent nous soutenir également sur ce projet et qui viennent aussi cofinancer cette collecte de données et toute cette partie algorithmique. Donc, on les remercie pour leur soutien et leur confiance pour ce projet. Dans ce projet, et depuis l'année dernière, je vous ai dit qu'il y avait une grande avancée, c'est notamment grâce à l'implication de tous les acteurs du projet et de nos 3 partenaires, donc Eliance, l'Institut de l'élevage et Race de France. On peut dire qu'il y a même plus de 50 acteurs qui sont impliqués au travers les différents groupes de travail. Donc, vous voyez ici le comité de pilotage, le comité opérationnel,
Le groupe d'experts pointage, donc, qui comprend des experts OS et bovin croissance qui travaillent sur la technicité de l'outil pour adapter au maximum l'adaptation de l'outil aux situations réelles d'élevage. Donc, par exemple, sur le montage, le démontage de l'outil, son transport, voilà, tous les aspects techniques et pratiques qu'on aura à terme sur les élevages. Et en parallèle, on a les groupes bovins croissance, donc, qui sont composés de responsables de structures bovins croissance et qui préparent l'arrivée de l'outil et le déploiement de l'outil FEM 3D à travers diverses thématiques, avec notamment la méthodologie économique, la carte de service, les communications au sein du réseau bovin croissance et le maintien de compétences sur la prestation morphologique. Je vais désormais passer la parole à Adrien sur la méthode de validation du premier prototype. Donc, si vous vous souvenez des premières diapos, on a 3 livrables dans le projet. Le premier livrable, c'est un scanner. Et donc, il fallait évaluer si ce livrable, le scanner, était convenable. Donc, il y a 2 grands types de paramètres à vérifier. C'est est-ce qu'il est adaptable au phénotypage à la ferme à haut débit. Il n'y avait aucun scanner 3D qui existait qui était compatible jusque-là. Et l'autre volet, c'est la fiabilité de l'image. Donc, pour l'adaptabilité, finalement, on l'a testé dans une variété de configurations. On a fait 7 tests dans 4 fermes. Donc, sur la carte, les points rouges, ce sont des fermes commerciales et les points bleus, fermes expérimentales. Donc, l'idée, on a testé dehors, dedans, une variété de configurations de circulation des animaux, etc. Et de l'autre côté, il fallait, donc ce qu'a commencé à expliquer Maxence, c'est vérifier la fiabilité de l'image. Est-ce que si on fait une mesure sur l'image, on ne va pas avoir un biais dû au capteur, etc. Donc pour ça, on a comparé des mesures manuelles de référence. Donc on a ressorti les mètres rubans pour faire des tours de poitrine, des toises, pour faire des mesures manuelles. Et ensuite, on a fait des mesures sur la 3D. Et donc je vais vous présenter les résultats juste après. Et donc, dans les premiers résultats, donc, on vous présentera la validation du premier prototype et on touchera un mot de la méthode de collecte de données, qui est vraiment un résultat en soi, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, le scanner, donc la première brique livrée, vous voyez le premier prototype. Je ne pense pas que vous voyez ma souris, mais sur la gauche, en kaki, vous voyez le portique. Il y a une dizaine de caméras. Les caméras, vous pouvez les voir sur la photo du haut. Donc, vous en avez 10. Et au quotidien, donc, je vais vous la repasser encore une fois. Ouais, ça fait plus réel avec le son. Donc, vous voyez là, avec une contention quand même assez minimale, on arrive à faire passer des animaux et dans des dans un couloir d'alimentation. Donc, finalement, le scanner, on peut le mettre dans beaucoup d'endroits sur une ferme et faire passer les animaux assez vite. On en a fait passer 800 la semaine dernière. On peut vous dire que c'est compatible avec beaucoup de configurations. Ensuite, sur la qualité de l'image, cette image-là, elle est assez parlante pour ceux qui ne sont pas très impliqués dans le projet, mais entre les premières acquisitions d'images qu'on avait en avril et celles qu'on avait en octobre, on a eu un gros progrès. 3D West a travaillé sur ses algorithmes et sur le scanner. Et donc, quand on rentre un petit peu plus sur la validation de la fiabilité de l'image, donc, je vous ai dit qu'on avait fait des mesures sur les animaux. Donc, c'est des choses assez classiques, hauteur au garrot, au sacrum, profondeur de poitrine, largeur des hanches, tour de poitrine. Donc, on les faisait à la main sur les animaux et ensuite sur l'image 3D, soit par des opérateurs, donc des gens qui vont cliquer, faire des mesures sur un logiciel, mais aussi de manière automatique parce que c'est long et on voulait aller vite. Donc, pour ça, l'indicateur de performance, c'est si la corrélation est supérieure à 0,7 entre les mesures sur image 3D et les mesures de référence, on juge que le scanner est fiable. Donc, ça ressemble beaucoup à des indicateurs de pointage, mais on n'en est pas encore là. Donc là, c'est vraiment dire on avait besoin d'indicateurs pour vérifier que l'image est fiable. Donc, on prend des hauteurs et des largeurs et on n'en est pas encore à prédire des notes de pointage. Donc, quand on regarde les corrélations via des opérateurs sur des images 3D, on est très bon sur les hauteurs, garrot et sacrum un petit peu moins. Profondeur de poitrine, on est également bon. Et tour de poitrine, on a des défauts c'est plus un problème de méthode.
Quand on fait au mètre ruban dans la vraie vie, les animaux ont les pattes bien alignées. Et quand ils marchent, c'est plus décalé, donc c'est plus dur. Donc là, c'est plutôt un défaut de méthode qu'un problème d'image. Mais avec ces premiers résultats, donc là, c'était sur 15 animaux, on valide tous les critères. Et vu qu'on voulait gagner du temps, on a essayé, on a fait travailler, enfin, nous, on voulait faire gagner du temps, mais faire travailler nos data scientists. Donc, on a fait automatiser les mesures. Donc, on sait aujourd'hui automatiser des hauteurs au garrot, au sacrum, des profondeurs de poitrine et des largeurs aussi. Donc là, c'est sur plus d'animaux. Donc, c'est pour ça que les corrélations peuvent être meilleures aussi. Mais l'ordinateur est aussi bon que nous sur ces indicateurs-là. Et le tour de poitrine, on est encore en cours de finalisation pour automatiser cette mesure. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur le scanner, c'est que l'image est fiable et on le vérifie en extrayant automatiquement des mesures métriques. Ensuite, un des gros livrables, c'était pour automatiser ces prédictions de notes de pointage, on doit collecter beaucoup de données. Et donc, il fallait créer une méthode de collecte de données fiable et qui permette de recueillir toute la variabilité. Donc, pour ça, c'est à ça qu'ont servi tous les acteurs. Donc, l'idée, on a beaucoup réfléchi selon les régions où on allait collecter de la donnée. Donc là, par exemple, pour le Charolais, on a été collecter de la donnée en Vendée et on va aller dans le bassin charolais pour avoir des morphologies différentes à des périodes aussi différentes. Donc, on s'est vraiment creusé la tête. Et ensuite, on a sélectionné les fermes selon la variabilité qu'il y aurait disponible, donc à partir des dates de naissance des animaux. Et donc, on s'est vraiment creusé la tête sur comment collecter beaucoup de données, mais surtout beaucoup de variabilité pour pouvoir ensuite développer ces algos. Donc, collecter ces données, il faut savoir où on va et aussi comment on le fait. Il faut savoir que les notes de pointage, donc c'est des notes qualitatives données par des opérateurs formés, mais il peut toujours y avoir quelques petits biais. Donc pour ça, on s'est aussi beaucoup creusé la tête et on a sélectionné les meilleurs pointeurs français de la race, des pointeurs des OS et des organismes bovins en croissance, et on en a utilisé 3 sur chaque session. Et donc, on va analyser la qualité de ces pointages via pour voir si les notes sont homogènes, s'ils arrivent bien à avoir l'écart. Donc ça, vous voyez les pointeurs la semaine dernière en train de travailler. Et surtout, on a pu bien s'organiser et collecter à haut débit. Je ne sais pas si ça va démarrer. Donc là, vous voyez un premier animal passer et le deuxième ne devrait pas tarder à sortir. Voilà. Donc avec ce type d'organisation et les nombreux tests qu'on avait effectués, on arrivait quasiment à collecter une image de veau toutes les 5-6 secondes. Donc, ça permet aussi sur des rythmes de collecte de vraiment collecter beaucoup de données. Et je vais redonner la parole à Maxence. Donc là, on vous a présenté voilà, les premiers travaux, une bonne partie de la validation du prototype et une première partie de la collecte de données. Donc, la collecte de données va se poursuivre et les développements des premiers algorithmes sur la race charolaise vont se commencer dans les prochaines semaines, prochains mois. Une fois qu'on aura fait les 2 premières semaines de collecte, derrière, on va un peu regarder ce qui nous manque comme variabilité, donc en termes d'âge déjà, et en termes de morphologie, donc par les notes de pointage. Et pour compléter les algorithmes, on ira chercher cette variabilité qui nous manque. Ensuite, on passera donc 2 étapes en parallèle avec une première étape qui sera l'évaluation des algorithmes charolais par l'organisme de sélection. Et en fonction de leur évaluation, on donnera le go-no-go sur le potentiel de la méthode à être multiplié sur toutes les autres races. Et donc, s'il y a un go, on passera sur la collecte dans les autres races. Donc là, qui se fera plutôt par région pour optimiser le budget du projet. Donc, on ira dans une région, on collectera, par exemple, je sais pas, sur un rayon de 50 km, on collectera les élevages qui sont disponibles. Donc, il y aura sûrement plusieurs races. Donc, voilà, c'est encore à définir, mais on imagine une collecte de ce type-là. En parallèle de la collecte dans les autres races, il y aura un gros travail qu'on attend du groupe expert sur voilà,
comme je vous ai dit au début de la présentation, la technicité de l'outil, donc comment on va améliorer le montage des montages, le transport de cet outil. On y a déjà réfléchi à travers des réunions avec ce groupe et ça sera d'autant plus concret sur les prochains mois. Donc, pareil que pour l'arrache charolaise, c'est les autres OS donc, qui vont valider leurs algorithmes. Et une fois que les algorithmes seront validés pour toutes les races, on pourra imaginer l'industrialisation de cet outil. Pour conclure cette présentation, donc, on a vu que les premiers essais d'automatisation de prise de mesure sont très encourageants. On arrive à avoir des coefficients de corrélation très, très bons. Et pour les postes de pointage, on est très optimiste pour ces critères-là. On a également un début de collecte qui est prometteur avec, comme l'a dit Adrien, 800 animaux qui sont passés, avec 500 veaux qui sont passés 2 fois, de façon à avoir au moins une image correcte par animal, et plus de 300 JB, taurillons, enfin les catégories autres que veaux. On en collectera tout autant sur la deuxième semaine de collecte qui va se dérouler dans le berceau de race du 27 au 31 mars et qui va permettre de compléter cette première partie de base de données. Et voilà, pour conclure vraiment, depuis l'année dernière, depuis la présentation de l'année dernière, on a fait un grand pas en avant. Et ça n'aurait pas été possible sans les 3 réseaux qui sont très, très porteurs du projet et tous les acteurs qui sont impliqués. Donc voilà, avec Adrien, on est très content de travailler avec eux et on les remercie beaucoup pour ces avancées, puisqu'on prend beaucoup de plaisir, je pense, Adrien, sur ce projet-là. Voilà pour conclure sur cette présentation. Merci Adrien et à Maxence pour cette présentation. Ce qui fait plaisir, c'est que ça évolue favorablement. Voilà, on avait mis du temps à lancer la réflexion et par rapport aux modalités techniques et financières. Et le fait que tu évoques en fin de présentation le bon partenariat avec Race de France et IDEL, c'est une bonne chose. Voilà, on n'en est pas encore à l'aboutissement définitif, mais c'est en bonne voie. C'est une bonne chose. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Non. Voilà. Sur le sujet. Pas de remarques, pas de questions? Eh bien, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, on va aller sur le dernier thème qui est Précobif, qui va être présenté par Sébastien Toussat et Arnaud Delpech. Sébastien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Sébastien, tu prendras le relais quand... Oui, au milieu des diapos. Ok, ça marche. Sébastien est au siège. Voilà, on n'est pas ensemble, donc c'est pour ça. Pas de souci, pas de souci. Donc, Arnaud Delpech, donc je travaille à l'Institut de l'élevage sur la filière bovin-viande et dans le département génétique. Donc, on va, avec Sébastien Toussat, vous parler de Précobif 2. Normalement, j'ai dû prendre la main. Oui, c'est bon. Et donc, ce programme qui a différents enjeux et qui tourne autour, les enjeux qui tournent autour du gras en particulier, qui se situe au cœur des questionnements, à la fois sur la qualité du produit et en particulier en ce qui concerne le persillé donc dans la viande, mais aussi à travers ce gras, l'impact des conduites d'élevage et donc de finition sur l'utilisation des ressources et l'efficience des animaux, et le gras qui fait aussi le lien avec les précocités, qu'elles soient sexuelles ou de développement, et sa dynamique de dépôt qui peut être qui a forcément un intérêt. Et ce point-là qui concerne toute la filière, donc de l'amont à l'aval, à la fois donc pour aller plus dans le détail, de la sélection des animaux jusqu'à la qualité de la viande et donc du produit, en passant donc par les outils de mesure dont on va parler, et aussi les itinéraires techniques et les techniques d'élevage. Alors, vous voyez apparaître ce programme est comment dire, en réflexion depuis un moment. Il s'appelle Précobif 2 parce qu'avant Précobif 2, il y a eu Précobif. Et Précobif, c'est un programme d'amorçage financé par Apigène qui avait
pour vocation d'étudier ces questions-là et de faire le tour de toute la bibliographie et de construire un programme donc, dont on vous présente aujourd'hui le contenu. Donc, ce programme comporte 3 volets qu'on va détailler avec Sébastien. Donc, un volet qui est orienté sur les outils de mesure du Persillé et qui est un projet à part entière qui s'appelle d'ores et déjà Miteco. Donc, je détaillerai les aspects. Ensuite, le deuxième volet concerne la précocité de développement plus particulièrement. Et le troisième volet, le vélage précoce. Et donc, Sébastien vous présentera ces 2 volets. Donc, Miteco, c'est l'aspect outil de ce programme. Et donc, l'outil en question, ça vise à phénotyper la composition corporelle en vif et en carcasse. Et donc, plus particulièrement, d'aller, si cela est possible, jusqu'au persillé, donc au grain intramusculaire. Donc, on part de plusieurs constats et d'un contexte. C'est d'abord les attentes fortes de la filière, de l'amont à l'aval, sur les grains en général, et en particulier donc le persillé, avec de nouveaux paramètres d'évaluation des viandes, associés forcément à une montée en gamme du produit. Et de l'autre côté, on l'a déjà évoqué, des attentes et des questions fortes sur les précocités, la cinétique des dépôts de gras et bien sûr derrière des itinéraires d'engraissement adaptés et bien sûr la sélection des reproducteurs. L'autre élément qui rentre dans la réflexion, c'est le fait qu'en France aujourd'hui on a peu d'outils disponibles et quand on a des outils, sont ou assez peu performants ou pas adaptés à du phénotypage à haut débit de la composition corporelle. On y reviendra sur les outils qui existent. Et le dernier point, c'est les dernières années montrent des évolutions majeures sur l'échographie et en particulier sur la profondeur de mesure possible à partir de ces techniques, et donc associées à des techniques qui ne sont pas forcément récentes, mais qui sont en pleine explosion d'intelligence artificielle, donc de traitement des images, à travers ce qu'on appelle la vision assistée par ordinateur, et dont on a déjà un peu parlé aussi à travers Phéno 3D. Ces éléments-là nous ont conduit à essayer de répondre à 3 enjeux stratégiques. Donc, le premier, vous en doutez, c'est l'amélioration de la qualité de la viande avec une adaptation aux attentes des consommateurs et de la filière. Le deuxième enjeu, c'est l'amélioration de l'efficience des animaux et des élevages à travers l'optimisation des itinéraires grâce au pilotage plus fin de la finition, en particulier des animaux. Et le troisième enjeu, c'est l'automatisation à travers et la possibilité de faire du haut débit et d'automatiser l'acquisition de ces phénotypes pour en optimiser, que ce soit en vif ou en carcasse, optimiser le rapport qualité-prix. Les 3 objectifs du projet Miteco, donc c'est le premier objectif, c'est d'acquérir les mesures de référence qui vont servir à la définition du site de mesure ou des sites de mesure en échographie et de calibrer l'estimation de la composition corporelle par échographie. Donc ça, c'est un gros aspect, on y reviendra un petit peu après. Le second objectif, c'est de faire la preuve du concept de l'utilisation d'échographie profonde pour prédire la composition corporelle dans son ensemble, en vif bien sûr, et en s'appuyant sur les méthodes d'intelligence artificielle. Et le dernier objectif, c'est, une fois qu'on aura validé ces 2 premiers, c'est de pouvoir développer à la fois une infrastructure de traitement et le réseau d'opérateurs qui permettra d'exploiter et de valoriser ces mesures et ces phénotypes au niveau des élevages et donc d'initier la collecte. Un dispositif expérimental assez large envisagé, qu'on va un petit peu détailler, mais si vous avez des questions, vous pourrez y revenir, qui avoisine les 6000 animaux dans sa globalité. La première étape, c'est d'arriver à la mise au point du protocole de mesure, on va dire, et de cibler les sites de mesure en vif, d'échographie, et cela en lien avec la particularité du contexte d'abattage français, qui est un abattage, une découpe qui est située à la 6e côte et qui permet, qui est pas située à l'endroit où on va dire on aimerait exploiter, où on va pouvoir mesurer l'animal en vif. Donc ça, c'est la première étape. Et sur cette première étape, on va se concentrer sur 50 animaux pour lesquels on va faire on va acquérir des phénotypes très fins sur la carcasse, de la 5e à la 13e côte, avec en plus des prises d'images et l'utilisation de Mitapli, donc l'outil de prédiction sur photo de carcasse. La deuxième étape concernera 200 animaux. On sera encore sur des phénotypes fins, mais
on se concentrera uniquement sur la 6e côte et on aura donc les mesures de référence sur la carcasse et avec les images prises et la valorisation mi-appli. Et cette deuxième étape va nous servir de calibration des prédictions à partir donc déjà de mi-appli, à partir des mesures de référence que l'on aura acquises, mais aussi de commencer à regarder ce qu'on est capable de faire avec les échographies, d'abord avec les mesures de référence et ensuite avec mi-appli comme outil, enfin comme mesure de référence qui nous permettra de nous affranchir de cette étape assez coûteuse et difficile de mesure de référence de gras intramusculaire en particulier. Et ensuite, on passera sur un volume plus important, mais avec des phénotypes de routine, donc on peut dire de routine, donc en vif et en carcasse, sur la 6e côte, là uniquement, mais uniquement des mesures prises sur les images mi-appli. Et là, ça nous permettra, avec 1700 animaux envisagés, d'améliorer les calibrations, de les approfondir, donc les modèles de prédiction, et donc de pouvoir prédire à partir de l'échographie les mesures mi-appli et donc les mesures de gras intramusculaires en particulier, et aussi d'améliorer mi-appli dans sa prédiction de la note de Persilier qui est envisagée au niveau de la filière. Et la dernière étape, c'est l'étape où on va dire valorisation, transfert de l'échographie dans les réseaux et sur la partie sélection génétique. Donc, à ce niveau-là, c'est 4200 mâles et femelles visés, où on aura uniquement, dans ce cas-là, des échographies donc, dorsales et les données classiques acquises, soit en ferme, donc à travers le contrôle de performance, soit en station de mâles ou de femelles dans les outils qualité maternelle. Et dans cette phase-là, l'objectif, c'est de former, de valoriser et de fournir les phénotypes à partir d'échographies en vif dans ces outils. Les principales échéances donc, du projet Miteco, c'est un démarrage donc, dès cette année, avec la collecte notamment des 50 animaux avec les mesures de référence très fines. On envisage à partir de 2025 l'ajustement des algorithmes existants et l'amélioration de mi-appli dans son ergonomie. Donc là, c'est l'outil smartphone pour la prédiction en carcasse des phénotypes et la mise au point des algorithmes de prédiction de la composition corporelle à partir de l'échographie. Et puis 2026-2027, la collecte en ferme et en station donc, pour la valorisation et la mise en œuvre ou l'initiation, enfin, le début de la collecte et la valorisation de ces prédictions, que ce soit en carcasse ou en vif. 2 guichets sont sollicités, donc on a parlé d'Apigène tout à l'heure pour le programme PrécoBIF 2, et donc de ce volet Miteco, volet 1. Qui s'engage à financer, Apigène s'engage à financer la phase 1 dans le cadre de ce programme. Et le projet est également déposé au CASDAR Connaissance 2023, donc en février dernier. Et pour les autres phases, donc on attend la réponse pour juin prochain. Et donc les partenaires et les soutiens donc, de ce volet en particulier, qui sont plus larges que le programme PrécoBIF, donc IMV Imaging pour la partie échographie, l'INRAE pour ce qui concerne notamment mi-appli, l'Institut de l'élevage, qui est porteur du projet au CASDAR, donc l'UALC, Eliance, Race de France, et puis en soutien, on retrouve donc les financeurs évidemment, l'Apigène et le CASDAR, et l'UMT IBIS et Interbev avec qui on a échangé pour la construction de ce programme. Et je passe la parole à Sébastien. Merci Arnaud. Donc moi, c'est Sébastien Tossa, je suis ingénieur de recherche à Eliance et je travaille au sein de l'UMT IBIS à Jean Josas. Et donc, je vais vous présenter les 2 autres volets du projet PrécoBIF 2 qui sont la précocité développement et la précocité sexuelle. Donc, sur la précocité de développement, avant de rentrer dans les détails de ce qu'on va faire dans PrécoBIF 2, je vais quand même présenter qu'est-ce qu'on appelle la précocité de développement. Donc, par exemple, sur ce graphique, vous voyez des poids. Donc, on a le poids de naissance en bleu, on a des pesées au contrôle de performance, que ce soit au sevrage ou en post-sevrage en jaune. Et en vert, on a la pesée carcasse normal BEV, où à partir de cette pesée carcasse, on pourra estimer un poids vif de l'animal. Et donc, à partir de ces pesées-là pour chaque animal, on peut, avec un modèle d'équation, tracer la courbe de développement des animaux. Et donc, cette courbe de développement, elle se caractérise de 2 manières. La première manière, c'est le poids adulte asymptotique, donc qui est en fait le poids où, dans l'axe d'Y, le poids ne bouge plus en fonction du temps. Et la vitesse de développement, donc c'est le caractère qui nous intéressait, c'est
la courbure justement de la courbe, et donc plus la vitesse de développement est élevée, plus l'animal atteindra rapidement son poids adulte asymptotique. Et cette équation est réalisée avec l'équation de Brody qui nous estime le poids adulte et le alpha qu'on voit en dessous dans l'équation, donc qui est cette fameuse vitesse de développement. Donc concrètement, si on regarde avec des données comment ça se caractérise, donc là j'ai repris les résultats d'un papier d'Armance Lepers elle a publié au dernier 3R, donc je vous ai mis le lien en bas, vous pourrez le retrouver si vous voulez. Et donc on a ici les courbes moyennes de développement par race. Donc par race étudiée, on a la blonde aquitaine, la partenaise, la charolaise, la limousine et l'aubrac. Et donc, on voit qu'on a une hiérarchie déjà sur le poids adulte asymptotique, où on a la blonde qui a en moyenne un poids adulte plus important que l'aubrac. Et on voit également des différences sur les types sur les courbures. Et on voit par exemple que l'aubrac atteint plus rapidement son poids asymptotique que par exemple la partenaise. Donc phénotypiquement, ça se caractérise comme ceci. Et après, on peut réaliser des études génétiques où on peut estimer des héritabilités. Donc là, sur le poids adulte asymptotique, on a en moyenne 0,4 d'héritabilité. Sur la vitesse de développement, on est environ à 0,25. Donc sur la vitesse de développement, on a une héritabilité qui permettrait une sélection génétique sur ce caractère. Et en dessous, si on regarde le tableau des corrélations génétiques, on voit qu'on a une corrélation génétique de moins 0,64 entre la vitesse de développement et le poids adulte asymptotique. Donc, plus vous allez augmenter votre vitesse de développement, moins le poids adulte sera élevé. Et on a également des corrélations avec le poids de naissance à 0,39 avec le poids adulte et moins 0,12 avec le poids de naissance. Ce qui est assez intéressant avec cette corrélation de moins 0,64, on voit déjà cette corrélation n'est pas de 0. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde le classement au niveau des poids adultes, effectivement, par exemple, l'aubrac qui a un plus petit poids adulte asymptotique a une meilleure vitesse de développement que, par exemple, la partenaise. Mais cette corrélation n'est pas de 1, n'est pas de moins 1. C'est-à-dire qu'à même poids adulte asymptotique, on peut jouer sur la vitesse de développement. Et donc, par exemple, intra-race, on peut avoir des animaux qui, à même poids adulte asymptotique, ont des vitesses de développement différentes. Et c'est assez intéressant en génétique parce qu'en fait, on va pouvoir, par exemple, créer un index où on va pouvoir améliorer la vitesse de développement sans toucher le poids adulte. Et par rapport aux travaux du volet 2 dans PrécoBIF, la première étape, ça sera d'élaborer une évaluation monocaractère de la vitesse de développement. Parce que dans les travaux de PrécoBIF 1, donc les résultats que je vous ai montrés juste avant, on a assez de données pour les races limousine, blonde, charolaise et partenaise pour réaliser une évaluation. Donc, c'est ce que l'on va réaliser dans un premier temps dans ce volet. Et on va transférer ensuite à GenEval. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir dans les régions du génome, dans le génome, quelles sont les régions qui vont influencer cette vitesse de développement et est-ce que ce sont dans des régions qui sont déjà connues, par exemple la myostatine, est-ce que la myostatine influence ou non la vitesse de développement? Donc, on va essayer de regarder ça dans un deuxième temps. Et ensuite, alors, vous avez vu quand j'ai commencé la présentation dans le graphique, donc on a des points jaunes, on est obligé d'avoir des pesées en ferme pour estimer correctement cette vitesse de développement. Et le problème, c'est que si on n'a pas ces pesées-là, on ne peut pas estimer la vitesse de développement. Et donc, on aura une autre tâche, ce sera d'essayer de redynamiser la collecte de performance, surtout en post-sevrage, parce qu'on a une diminution. Et le problème, c'est que si on n'a plus assez de phénotypes, on n'aura plus assez d'animaux dans la population de référence, et donc on ne pourra pas fiabiliser dans le temps nos évaluations génomiques. Et donc, on aura, dans un premier temps, on va essayer de redynamiser cette collecte de performance et d'essayer de voir au niveau du conseil, qu'est-ce que ça peut apporter en plus aux éleveurs. Et donc, je me retourne avec la collecte de phéno 3D. Peut-être avec phéno 3D, on pourra augmenter cette collecte post-sevrage. Voilà. Donc, ça, c'est les travaux qu'on va réaliser dans le volet 2 qui est lié à la précocité développement. Ensuite, on va avoir le troisième et dernier volet. Alors, je vous ai dit que ça serait sur la précocité sexuelle, mais on va plus s'intéresser au vélage précoce. Alors, pourquoi le vélage précoce?
Hier, on a un petit peu abordé les périodes improductives que Eliance aurait impliquées dans ses travaux. Et effectivement, passer d'un vélage 36 à 24 mois, bon, c'est tout ce que ça diminuerait les coûts économiques et ça réduirait l'empreinte environnementale de l'élevage. Et un des leviers pour réduire cet âge au vélage serait d'améliorer la précocité sexuelle des animaux. Mais ce phénotype, à part mettre des colliers pour tous les animaux dans tous les élevages, bon, il n'est pas disponible en routine. Et des freins existent à la réalisation de cette pratique, surtout en allaitant. Donc, on a deux objectifs dans ce volet de Précobif 2. C'est d'observer si les freins au vélage précoce sont justifiés au travers des bases de données que l'on a, et d'utiliser ce vélage précoce comme un prédicteur de la précocité sexuelle. Donc, d'après Reproscope, bon, cette pratique est présente que dans 7% des élevages allaitants, contre 38% en bovins laitiers. Et dans les travaux de Précobif 1, une étude préliminaire a été réalisée par Sandra Dominique pour recenser les freins. Et parmi les freins les plus évoqués, on a par exemple des problèmes liés à la reproduction, avec une difficulté à garantir une mise à la repro au bon moment pour que ça vèle à 24 mois. Mais on a également discuté sur le deuxième, les reproductions suivantes et surtout le deuxième vélage. On a des impacts également sur le développement corporel, des problèmes liés au veau et baisse de GMQ des veaux. Et en fait, j'ai listé les 4 freins et potentiellement, nous, on pourra essayer de voir dans nos bases de données si ces freins existent ou pas. Et donc, ça sera la première tâche. Donc, on va réaliser une analyse phénotypique pour essayer de caractériser la carrière des vaches qui réalisent un vélage précoce et également les conséquences que ça peut avoir sur le veau qui naît de ce vélage précoce-là. Et avec ces données, on va regarder si on a une variabilité génétique sur ce phénotype. Et après, dans un second temps, on va voir si on a assez de données pour, pourquoi pas, réaliser une évaluation et essayer de regarder, comme dans le volet 2, est-ce que sur le génome, on a des régions qui influencent ou pas ce caractère. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est contrairement au volet 2, où on n'aura que les bovins allaitants, dans ce volet 3, on aura à la fois les bovins allaitants et les bovins laitiers. Et avec une communication, surtout au niveau des freins, une communication de savoir si oui ou non ces freins au vélage précoce sont justifiés au regard de ce que l'on a dans nos bases de données. Donc voilà pour la présentation de Précobif 2, donc les 3 volets, Mythéco, vitesse de développement et vélage précoce. Donc merci de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Très bien, merci à vous deux pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Donc, ça veut dire que vous avez été très clair dans la présentation, en espérant qu'on puisse améliorer la productivité et améliorer la saveur de nos côtes de bœuf, sachant qu'on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, mais on peut toujours progresser. Il nous reste encore quelques minutes si on veut retraiter quelques questions, Christophe, spécifiques par rapport aux présentations qui ont été faites. Il y avait peut-être des questions sur ce matin, enfin pas ce matin, en tout début de session. Et il y avait la question là, justement, sur le génotypage. Oui. Où on a évoqué tous les taureaux étaient génotypés, mais la question s'est précisée, c'est simplement est-ce qu'il y a un écart de productivité ou d'efficience génétique entre des éleveurs qui font génotyper tout leur cheptel et les autres qui ne font pas de génotypage à date. Concernant les pères, les taureaux, il n'y a pas de souci, c'est tous la même méthode, mais concernant les élevages qui utilisent le génotypage ou pas, est-ce qu'on commence à percevoir des écarts ou pas? François. Guillaume. Oui. Alors, non, mais c'est une grande question. Hein, voilà, comment est-ce qu'on mesure ça? Est-ce que vous commencez à percevoir des écarts entre des éleveurs qui génotypent depuis 10 ans, l'ensemble de leur cheptel et les autres? Alors, on a quelques success stories. Ouais, enfin, je connais
mais là, du coup, ça va être plus le terrain, hein, voilà, des discussions, quelques éleveurs où on voit un progrès génétique qui s'est fait très rapidement avec tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un génotypage tôt. Et dès le premier accouplement de ta génisse, tu choisis le taureau le plus adapté pour corriger les défauts que sinon, tu aurais attendu la première lactation pour identifier. Après, c'est vrai que là où on va avoir des difficultés, c'est, une fois de plus, l'absence de monde B. C'est-à-dire en quoi le fait d'avoir une information nous permet de prendre une action différente et meilleure que si on n'avait pas été informé. Par hasard, hein, voilà, on peut choisir le bon taureau pour la bonne génisse et obtenir des bons résultats. Et donc, du coup, on dit, voilà, ça ne servait pas à grand-chose de génotyper parce que j'ai pris exactement la même décision. Mais globalement, voilà, sur quelques élevages, et là, ça mériterait d'être discuté et vu une fois de plus avec les éleveurs sur leur stratégie, donc ce qu'ils ont posé comme objectif, comment ils réagissent différemment de ce qu'ils auraient fait sinon, sans le génotypage. J'ai quand même quelques éleveurs, plutôt, ils viennent me voir, ceux qui sont heureux et contents, qui me disent que si, ils ont changé leur stratégie de renouvellement, d'accouplement, avec donc semences sexées, génotypage génisse, semences sexées, et au bout d'un moment, tu enclenches quand même la seconde, et les niveaux d'index des nouvelles génisses sont nettement meilleurs que ce qu'ils ont connu avant. Mais ils n'ont pas testé en disant, tiens, la moitié des femelles, même si leur génotype dit qu'elles sont mauvaises, j'ai quand même, je vais faire comme si je ne le savais pas. Voilà, il n'y a pas réellement ce monde B qui nous permettrait d'éviter les choses. Juste, oui, vas-y. Oui, Thierry. Juste en tant qu'utilisateur, du coup, pour apporter un peu un éclairage côté utilisateur. Moi, il me semble quand même que la démonstration, elle est faite. Et quand on a un résultat de génotypage très jeune d'un animal, on va faire un accouplement qui va être hyper précis. Et si on se basait uniquement sur l'index sur ascendance comme on avait avant, on voit bien qu'on ferait des erreurs parce que la précision des index avec le génotypage, elle est là. Et du coup, l'accouplement, il est quand même, allez, on ne va pas dire toujours différent, mais il peut changer sensiblement et apporter beaucoup plus de précision. Et puis après, il me semblait aussi que le single step avait montré ça. Le passage au single step a permis de démontrer que dans les élevages génotypés, le progrès génétique, il était plus important qu'ailleurs aussi, non? Un peu là. Oui, voilà. Après, moi, je me prends tout le temps revenir un peu sur ma présentation. C'était plus se dire, en fait, il y a plein, je pense, de faisceaux, plein d'éléments logiques. Voilà, tout ce que vous avez exposé, oui, montre bien que ça marche. Voilà, y a pas, j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas de débat. Et néanmoins, j'entendrais, un éleveur en me disant, moi, ça marche pas chez moi. Et te dire, oui, mais c'est sans doute que la question, elle est complexe et qu'effectivement, il faut regarder et qu'un éleveur qui aurait le sentiment que ça ne marche pas chez lui, c'est possible aussi que dans le contexte sur lequel il est, il a l'impression qu'il aurait fait la même chose. En fait, c'est ça, c'est si polygénique ou génomique, il avait fait les mêmes décisions, effectivement, il peut dire, moi, j'ai l'impression que ça ne m'a pas porté. Or, dès qu'on regarde dans les détails, sur quelques défauts, idem, quand on remet un peu de valeur économique, des fois dire, tiens, j'allais choisir tel taureau, mais je me suis rendu compte qu'en évitant d'avoir des problèmes de fertilité, de repro, de cellules, finalement, la femelle que j'ai obtenue, elle est bien meilleure et elle est plus rentable économiquement. On doit pouvoir faire la preuve qu'il n'y a pas de souci. Et, alors, et là aussi, l'idée de revenir un peu sur cette présentation, elle était aussi de se dire que tous les phénotypes sur lesquels on s'intéresse ou on travaille aujourd'hui, ce n'est pas les anciens phénotypes qu'on collecte depuis très très longtemps. C'est des choses sur lesquelles, si on va vouloir travailler sur le bien-être animal, sur l'efficacité alimentaire, les gaz à effet de serre, ce sera encore plus difficile de réussir à dire comment concrètement pour un éleveur, il peut dire si, j'ai bien vu la différence. C'est, je pense, un sujet très, très important, que les éleveurs soient conscients que des méthodes génomiques leur permettent un vrai progrès qu'éventuellement ils auront du mal à observer,
Et s'ils ont du mal à l'observer, c'est peut-être aussi voilà, parce que le métier du contrôle de performance, il est essentiel et crucial pour avoir des données de qualité et faire les preuves de tous les efforts qui sont faits par la filière. Bon, très bien, mais je pense que, M. Guillaume, vous avez tous les éléments quand vous parlez de base A ou de base B dans vos bases de données. Je pense qu'on a les éléments pour faire les simulations et les calculs. Voilà. Donc, on verra ça à une prochaine présentation. Il y a Adrien Rabalan qui a levé la main, qui a une nouvelle question. Oui, à part si on change de sujet, mais voilà, moi, les retours que j'ai de certains éleveurs, c'est de me demander, voilà, est-ce que après tant d'années de génotypage femelle, est-ce que j'ai moins de mammites, est-ce que j'ai plus de tests alimentaires, plus de lait par jour de vie, des meilleurs résultats de repos, et globalement, on a bien du mal à pouvoir argumenter ça, quoi. Voilà, donc ça illustre le côté, c'est un truc éminemment complexe et là encore, quand bien même il y a des problèmes, ils ne sont pas tous d'ordre génétique. Voilà. Et on est aussi dans des systèmes, là je vais revenir sur la présentation qui m'avait précédé, on est aussi dans des systèmes où on veut augmenter l'efficacité de nos systèmes et en voulant les changer pour les améliorer, les rendre plus efficaces. Et là aussi, on change le taquet et peut-être que les résultats ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on aurait pu obtenir. Ou si on fait moins d'efforts ou moins de traitements, ou que les traitements pour les mammites, par exemple, sont plus difficiles ou moins efficaces aujourd'hui ou plus difficiles à obtenir, ou on en met moins. Ça fait des contextes qui ont pu changer et c'est vrai que c'est toujours très complexe, ou en tout cas, on peut entendre que certains éleveurs disent je n'ai pas ce sentiment que ça marche autant que ça, alors que j'ai fait des efforts. Les conditions ne sont plus les mêmes non plus. Il y a un tas de choses qui changent. Donc, comparer des données brutes avec des données de génotypage, c'est quand même particulier, quoi. C'est ça, ouais. Et je pense, là aussi, le métier central du technicien en élevage, c'est ça, c'est d'avoir toutes ces choses en tête pour conseiller au mieux les éleveurs et en essayant de voir quel est le bon message à délivrer et pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ce serait dommage aussi. Surtout pas, ça serait vraiment dommage parce que je pense quand même que la preuve, elle est quand même pratiquement faite. Après, on a des CD aussi qui s'améliorent. On a démarré avec des CD qui étaient plutôt bas. Aujourd'hui, on a des CD qui sont plutôt fiables. Et puis, il y a aussi encore les questions d'épigénétique éventuellement qui peuvent expliquer le reste. Hein. Oui, et là encore, l'importance de la collecte d'informations, de bien savoir pourquoi ça marche bien, pourquoi on peut accepter qu'il y a encore des cas qui ne marchent pas, mais on va s'améliorer. Et la force du collectif, elle est primordiale de dire, voilà, si on veut répondre au challenge de demain, si on veut encore améliorer et gagner encore des points TD, on a besoin de ces réunions, d'échanges et de ces projets fédérateurs pour aller de l'avant. Il ne faut pas arrêter maintenant, quoi, c'est sûr. Très bien. Je vois dans les questions qui avaient été posées sur la vaccination, si le fait de vacciner permettait de limiter les extractions. Les vaccins protègent-ils contre les infections subcliniques? Et la réponse de Thibaut, c'était de dire oui, les vaccins peuvent permettre à réduire l'excrétion et donc, par conséquent, l'impact subclinique et clinique des agents concernés. Donc, plus on vaccine, plus il y a un intérêt technique et économique. La présentation a été faite en euros à l'animal. Et ce qui serait bon, ce serait des fois, il y a des critères par rapport à des coûts de vaccination. Quand vous mettez 20 €, 25 €, combien que ça peut rapporter ou éviter de perdre. Des fois, pour les éleveurs, c'est beaucoup plus, pour être un peu plus sensible. Y a-t-il d'autres questions sur différentes thématiques? A priori, non. Non. Jean-Noël? Ah non, moi, j'ai plus de questions. Il vous reste à conclure. Il nous reste à conclure. Eh bien, on peut conclure. Vas-y, je t'en prie, tu as mené la journée, donc tu peux. Oui, on va conclure à deux voix. Donc... Oui, mais après, j'ai loupé un petit peu de la matinée. Donc, oui, non, mais... Actuellement, je rajouterai s'il y a rajouté quelque chose, mais je ne doute pas que tu vas... remercier déjà l'ensemble des participants, de ceux qui se sont inscrits à
ces points d'étape ou à ces 13e points d'étape. C'est important que le réseau puisse véhiculer l'ensemble des innovations qu'elles mettent en lumière sur l'ensemble des territoires. Remercier l'ensemble des personnes qui ont présenté les différentes thématiques. Présentation de qualité comme d'habitude, mais c'est important que tout le monde se sente sensibilisé aussi par rapport à ces différentes thématiques. Nous avions fait des choix cette année pour orienter autour de certains critères. Ce n'est pas toujours évident au niveau de la commission parce qu'il y a de la diversité aussi dans les possibilités de présentation. Donc, un grand merci à vous tous. Remercier l'équipe d'Eliance, Christophe, Aurélie, Christelle, Gwenaëlle, et puis l'ensemble également des collaborateurs d'Eliance qui ont fait des belles présentations. Remercier les partenaires qui sont affichés à l'écran, je renomme de nouveau Alflex MSB, la société Bentley, IDEX et Octeo, qui sont présents régulièrement à nos points d'étape et qui apportent également, au-delà de la contribution, on va dire technique, une contribution également financière pour la bonne réalisation. Et j'ai un grand souhait aussi, c'est que pour la prochaine fois, malheureusement, depuis 2-3 ans, nous sommes, quand il n'y en a pas de problème sanitaire, c'est des problèmes de transport. Quand ce n'est pas les problèmes de transport, c'est d'autres problèmes. Donc, j'espère que pour la prochaine fois, en 2024, on pourra les faire en présentiel. J'ai vu des dates circuler dans le cadre d'une organisation, des dates sur l'année prochaine. On va peut-être changer de période, je ne sais pas, ça reste à confirmer. On vous informera des nouvelles dates. En tous les cas, un grand merci à vous tous et à vous toutes pour cette application collective. Et puis, Jean-Noël, un dernier petit mot. Oui, de la même façon, moi je remercie tout le monde. En tout cas, j'ai bien apprécié. Pour moi, c'était les premières rencontres point d'étape et j'ai bien apprécié le dynamisme qu'on a pu avoir au cours de ces 2 journées. Montrer à la fois le savoir-faire de notre fédération Eliance, le savoir-faire de nos adhérents. Ça a été quand même quelque chose d'assez soutenu pendant ces 2 jours. J'ai envie de dire aussi, c'est bien, ça montre notre côté vertueux, le côté vertueux de la filière. Mais il manque encore peut-être un petit peu quelque chose. C'est le savoir-faire, c'est bien, mais il faut aussi le faire savoir. J'ai cette impression-là un petit peu que beaucoup de gens ignorent ce qu'on est capable de faire. Et là, aujourd'hui et hier, on a démontré toute l'envergure du projet, en tout cas, et le nombre de projets qui sont déployés sur le terrain. Ça paraît quand même quelque chose d'important et de plutôt engageant pour l'avenir. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Remercier aussi les équipes qui ont permis que cette partie rencontre point d'étape en visio se déroule de la meilleure façon qui soit et puis qu'on avait presque l'impression d'être en présentiel. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif aussi. Voilà, merci à tous. Un dernier petit mot, vous allez recevoir un mail pour que vous puissiez apporter une contribution positive ou d'amélioration justement à l'organisation de ces webinaires sur les points d'étape. Donc, n'hésitez pas à prendre 3 minutes ou 5 minutes, je ne sais pas combien de temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble des questions. Mais l'objectif, c'est de pouvoir améliorer en permanence ce type de présentation. Alors, on n'a pas eu la convivialité, on a eu des présentations très professionnelles, mais la prochaine fois, j'espère, on se rattrapera. Christophe, le dernier mot, c'est pour toi. Oh non, merci surtout à Aurélie qui était la cheville ouvrière de ces 2 jours. Et puis merci à tous pour votre participation et notamment aux intervenants pour la qualité de leur intervention et le respect du timing. On n'a pas eu à trop faire la police, c'était très bien. Parfait. Et comme le précise Dominique Davy, on vous invite à bloquer le 31 mai après-midi pour une journée sur le thème « L'élevage engagé face aux défis du changement climatique ». Alors, oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux élus et aux cadres, aux ingénieurs. C'est important que, comme Jean-Noël le disait, on fait beaucoup de choses dans notre réseau et on a du mal à communiquer et il faut se servir de moments collectifs et publics pour mettre en lumière nos savoir-faire. Et pour cela, on a besoin de monde. Donc, ce serait bien que l'ensemble des entreprises présentes aujourd'hui soient là le 31 mai.
Parfait. Très bien. À bientôt. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.